Je pensais tout à l'heure, quand vous parliez de la reconnaissance de l'art des jardins, à une anecdote qui est ancienne, mais le jour où Pierre Grimal a soutenu sa thèse, donc on était dans les années 40, sur les jardins romains. Grimal, vous le savez tous sans doute, est un des fondateurs de l'histoire des jardins en France. Le jury très docte de la Sorbonne lui a dit que c'était vraiment pas sérieux d'étudier les jardins. Donc il faut aussi faire des choses pas sérieuses peut-être. Mais en tout cas, je suis très content d'être avec vous ce soir. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec Béatrice pour la conception de ce cycle. C'est une... Donc, avec d'autant plus d'émotion, je viens à mon tour apporter un peu mon brin d'herbe à cette déambulation en vous parlant de ce sujet qui m'intéresse depuis longtemps, donc les jardins italiens de la Renaissance. Et je cite à nouveau cette phrase de Chastel que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle dit beaucoup en très peu de mots, et peut-être que la conférence que je vais vous faire, ce sera juste un développement de ces idées-là et leur explicitation par les images, cette idée que peut-être qu'on pourrait caractériser la Renaissance tout entière comme période, comme fait de civilisation, comme moment de l'histoire humaine, par rapport au jardin, tant le jardin a incarné, a cristallisé des valeurs profondes de cette période, ce capital d'invention, d'arrangement, de plaisir, de poésie et d'art que les hommes des XVe et XVIe siècles ont investi dans le jardin. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer en prenant toute une série d'exemples. J'ai préféré en choisir assez peu, finalement, dans toute la diversité, la richesse du patrimoine des jardins italiens conservés de cette époque, mais pour pouvoir les analyser peut-être un peu plus en détail. Les jardins, ce sont des œuvres en espace, en temps aussi, et donc souvent on a besoin de revenir, d'avoir un dialogue entre les documents anciens et les vues actuelles, d'avoir peut-être même des vues actuelles prises à des moments différents. C'est ce que je vais vous proposer pour certains de ces sites. Au travers donc de 4 moments qui suivent à peu près un fil chronologique. D'abord, voir comment, au XVe siècle, l'intérêt très vif pour la culture antique et aussi le nouveau statut accordé au paysage induisent des transformations dans les jardins, en particulier en Toscane. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on verra une série d'exemples très importants de la première moitié du XVIe siècle, notamment dans le Latium, issus de très puissants personnages, de papes, de cardinaux, qui permettent de voir comment ces jardins du XVIe siècle incarnent une série de principes directeurs de l'espace, une mise en scène de l'espace, à travers notamment tout le réglage de la géométrie. Et puis, il faudra aussi s'intéresser, c'est fondamental pour les jardins, à la composition végétale, à la dimension du vivant. Et donc, on verra dans un troisième temps la mise en scène du végétal, comment il participe à cette mise en ordre du monde qu'est symboliquement tout jardin. Et puis, enfin, on verra qu'à partir de 1550 à peu près, il y a une évolution ultérieure. La géométrie cède le pas à une sensibilité plus naturaliste et qui se cristallise de manière très exemplaire dans un certain nombre de topoi, de lieux communs, que sont en particulier l'idée de la forêt, du bois et l'idée de la grotte. Voilà donc pour ces moments de l'exposé. Alors, pour commencer, il faudrait dire quelques mots, c'est toujours un problème quand on travaille en histoire sur la périodisation, sur comment on pourrait caractériser le jardin à la Renaissance par rapport au jardin médiéval. Je pense qu'aujourd'hui, on est très conscient de la complexité des choses par rapport à il y a 20 ans, ou même encore 15 ans, où on avait tendance à appliquer des catégories stylistiques qui sont celles en général de l'histoire de l'art. La réalité de l'évolution des choses est toujours beaucoup plus complexe. On connaît de mieux en mieux la réalité du jardin médiéval grâce à l'archéologie. Et en même temps, bon, peut-être il est intéressant de reprendre quand même des idées fortes pour avoir un peu un contexte et comprendre en quoi, effectivement, on observe un certain nombre de ruptures au XVe siècle dans des réalisations audacieuses en Italie. Le jardin médiéval, en tout cas tel qu'il nous est transmis par le corpus des images, des textes, qui sont des représentations très symboliques, qui rendent compte que très indirectement de la réalité des lieux, le jardin médiéval est caractérisé en tout cas par sa clôture, par cette idée d'hortus conclusus, selon l'expression empruntée au Cantique des Cantiques, qui a
toute une série ensuite de connotations religieuses liées à la Vierge en particulier, mais on a en général dans les textes, dans les images et en grande partie dans la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, cette idée de jardin clos, indépendant du reste du monde, une sorte de lieu idéal, édénique, paradisiaque, comme on le voit ici sur cette très très fameuse image illustrant le roman de la Rose. Le roman de la Rose a été un des livres les plus lus au Moyen-Âge et on a énormément d'images dans les manuscrits qui montrent cette conception imaginaire du jardin, un lieu clos dans lequel on pénètre difficilement. Vous connaissez peut-être l'histoire du roman de la Rose, c'est une sorte de récit initiatique. Et dans ce verger de Déduis, l'amant parvient au centre à la fontaine, lié au mythe de Narcisse, où il contemple la rose. Donc on est dans la dimension allégorique, dans un registre symbolique, mais donc on a, en tout cas l'image le montre très bien, cette idée d'un jardin clos, qui est une sorte d'idéal. On le retrouve, cette idée, dans des images peut-être un peu plus réalistes, liées à d'autres types de textes. Ici, le traité très important de Pietro de Crescenzi, de la fin du XIIIe siècle, qui a énormément circulé, qui a été traduit en français, etc., qui nous montre donc davantage la réalité des pratiques horticoles, mais en même temps on retrouve, donc dans un registre moins allégorique, cette présence d'un jardin entièrement clos, séparé du reste du monde. Les images, à chaque fois, transmettent ce type de représentation. Et c'est d'autant plus clair si on compare avec des images postérieures de ce même texte, qui ont illustré ce même texte. Crescenzi a été continuellement édité jusqu'au début du XVIe siècle, c'était un best-seller de l'agronomie. Dans cette édition vénitienne du début du XVIe siècle, avec cette xylographie, cette gravure sur bois, on a cette fois, donc à partir d'un même texte, une image d'un jardin beaucoup plus complexe, plus ouvert sur l'extérieur, même s'il est, et c'est bien ce qui définit le jardin, encore clos, encore marqué individuellement au sein du territoire, mais on a cette idée d'un jardin qui commence d'abord à s'agrandir, à changer d'échelle, et c'est bien ce qui se passe dans la réalité des faits, et qui prend en compte dans sa conception l'environnement, le site, le paysage. Donc l'idée d'un jardin à la Renaissance qui serait davantage tourné vers l'extérieur, qui serait, on va le voir, c'est effectivement le cas dans des réalisations très importantes, qui est complètement conçu par rapport au site et par rapport au paysage. En même temps, je voudrais apporter un bémol, vous montrer, suggérer en tout cas que les choses sont toujours plus complexes, par rapport à cette idée que le jardin clos, médiéval, se terminerait avec la Renaissance. En réalité, bon, les choses se prolonge, il y a une permanence, et quand on s'intéresse un petit peu de manière un peu plus quantitative à la réalité des jardins en Europe, on observe que jusqu'au XVIIIe siècle, vous pouvez observer ce type de petits jardins clos, carrés, avec le même plan, toujours cruciforme, autour d'un élément central, une fontaine, un puits, dans des centaines, des milliers de lieux. Ici, c'est un plan terrier, en équivalent à un cabreo, comme on les appelle en Toscane, donc du côté de Sienne, et vous avez donc le palais dans une exploitation agricole et un petit jardin qui correspond finalement au modèle médiéval. Donc ce modèle va se perdurer, notamment dans les situations urbaines, pendant très longtemps. Et en même temps, donc, on observe un certain nombre de ruptures, particulièrement justement en Toscane. Et dans le contexte très important des Médicis, qui au cours du XVe siècle, vous le savez, s'affirment comme la famille dominante avant de prendre le pouvoir et d'instaurer une monarchie au début du XVIe siècle. Les jardins des Médicis nous sont notamment connus par cette série très fameuse, très merveilleusement belle, des lunettes de Giusto Utens, qui sont conservées aujourd'hui à Florence, qui ont été commandées à la toute fin du XVIe siècle, mais qui sont donc une sorte de catalogue des propriétés de la famille, transmises à la couronne grand-ducale, dont certaines de ces villas remontaient au début du XVe siècle. Ici, par exemple, Il Trebbio, réaménagé donc par Côme l'Ancien, le grand personnage au début du XVIe siècle, celui qui va un peu fonder la fortune politique de cette famille de banquiers. Et on observe ici un jardin qui reste très modeste, qui correspond donc, et là on a une vue topographique, on a quelque chose qui relève vraiment d'une image de l'existant, donc un petit jardin clos, séparé de l'architecture et relativement indépendant du reste du domaine.
Même chose encore à Cafaggiolo, un petit peu plus tardif, mais toujours réaménagé par Michelozzo pour le comte de Côme l'Ancien. Donc un palais qui garde un aspect fortifié, on est dans le berceau de la famille, dans le Mugello, et un jardin donc un petit peu plus étendu, mais qui reste de dimension modeste, de forme trapézoïdale, fermé, et simplement organisé par un jeu d'allées orthogonales et de petits carrés. Donc quelque chose qui reste très modeste, qui n'a pas du tout l'ampleur des compositions qu'on va observer un demi-siècle ou un siècle plus tard. Quelques images de Cafaggiolo, même si le jardin aujourd'hui était très transformé, notamment au XIXe siècle, souvent c'est tout le problème dans les jardins des transformations successives, et une image qui vous montre qu'encore au début du XVIIe siècle, dans un autre de ces cabrei, de ces plants terriers, dont on a beaucoup d'exemples en Toscane, le jardin, même si le détail des ornements, de l'ornementation des parterres a évolué, se fait plus complexe, répond à ce qu'on va voir, ce que je vous montrerai tout à l'heure, l'idée des jardins de fleurs très géométriques, mais le jardin garde cette extension relativement modeste par rapport à l'ampleur du domaine. Les choses commencent à évoluer. En tout cas, on a un lieu qui est assez important parce qu'il marque vraiment une rupture. À la génération suivante, Giovanni di Cosimo, donc Jean, fils de Côme de Médicis, l'un de ses fils, qui va réaliser ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Villa Médicis à Fiesole, près de Florence, peut-être en chargeant des travaux Michelozzo, c'est ce qu'on a longtemps pensé, c'est ce que Vasari nous explique, mais peut-être aussi les derniers travaux sur la villa le suggèrent très fortement en ayant recours directement à Leon Battista Alberti, qui est, vous le savez, le théoricien le plus important de l'architecture au XVe siècle, auteur du De Re Aedificatoria, donc qui est une sorte d'équivalent moderne du Vitruve antique et qui a joué un très grand rôle dans l'histoire de l'architecture. Et on pense aujourd'hui qu'Alberti non seulement a été consultant, comme on le présumait, mais peut-être a été l'auteur de ce projet, on va le voir, très articulé, très cohérent et extrêmement spectaculaire, qui est réalisé dans les années 1450. On est donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas un peu Florence, juste au nord de la ville, dans cette cité de Fiesole de fondation étrusque, qui domine du haut de ces collines la vallée de l'Arno. Voilà une image satellite, donc Florence est en dessous. Voilà la cité de Fiesole, qui a une pente très spectaculaire sur la vallée de l'Arno, et la villa est située justement au sommet de cette pente, dans un site très escarpé, avec un relief extrêmement difficile. Donc faire un jardin dans un emplacement pareil, c'est d'abord se confronter à des difficultés, les vaincre et montrer ainsi son pouvoir, sa capacité à mettre en œuvre de l'argent pour un projet audacieux, à aussi choisir les meilleurs artistes qui sont capables de prouesses techniques. Et c'est cette idée qu'on va retrouver dans beaucoup de réalisations spectaculaires qui souvent jouent avec la transformation radicale de l'existant et du site. Si on s'approche, donc voilà, les terrassements de la villa sont parfaitement conservés aujourd'hui et montrent comment cette âpreté de la pente a été résolue par une série de 2 terrasses parallèles qui suivent un même axe, qui est l'axe du palais, qui est l'axe du bâtiment. Il y a donc cette fois complète articulation entre l'architecture et le jardin. Ça va être une constante qu'on va retrouver tout au long de la Renaissance, cette idée que le jardin est une sorte de projection à grande échelle du palais, de ce qu'on appelle en français la villa, même si en italien la villa c'est l'ensemble du domaine. Ici, sur un plan et une coupe du début du XXe siècle, la villa Médicis a attiré très tôt l'intérêt des historiens des jardins. On voit donc tout à fait clairement comment se joue, avec une pente très élevée, ce règlement donc, de 2 niveaux, de 2 terrasses, que vous retrouvez au niveau du plan, qui sont complètement organisées autour du bâtiment. Il y a à l'arrière un autre petit jardin, ce qu'on appelle un jardin secret au sens propre du terme, c'est-à-dire un petit jardin clos, indépendant du reste et qui n'est en théorie accessible que depuis le bâtiment. Quelques vues
donc de ce jardin, alors, dont le détail des plantations, du végétal ne reflète pas forcément la réalité du XVe siècle. On a un certain nombre de documents, des lettres du commanditaire qui documentent l'arrivée de citrons de Naples. C'était un jardin qui est exposé au sud, et encore aujourd'hui, on a toute une série de, vous les voyez ici, de plantations d'agrumes, mais également des roses blanches, toute une dimension horticole assez importante. Et donc la présence du paysage qui est visible au-delà du mur. Il y a simplement, non pas un grand mur comme on l'avait dans les images médiévales tout à l'heure, mais un petit muret qui limite la terrasse, les deux terrasses, et qui permettent de transformer le jardin en une sorte de balcon sur cette vallée très spectaculaire de l'Arno. Ici, on est en bas du jardin inférieur. On voit un élément très important, récurrent dans les jardins de la Renaissance, même s'il est d'origine antique, en fait, qui est donc une pergola, hein, ces berceaux, ces passages couverts qui permettent d'ombrager la promenade. On est en climat méditerranéen, bien sûr. Hein, la pergola, ici, a été restaurée au début du XXe siècle par Cécile Pinsent, qui est un paysagiste qui a travaillé dans ces jardins de Florence et qui en a créé des nouveaux, mais qui a aussi restauré des jardins anciens. Et donc, cette vue dominante sur le site, extrêmement spectaculaire et qui diffère complètement de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et on a comme une sorte d'évolution assez marquée entre les deux générations. Il y a une anecdote, enfin une phrase qu'aurait prononcée Côme, le père de Jean de Médicis, qui en dit beaucoup. Côme, dit-on, préférait la vue de Cafaggiolo à la vue de Fiesole, ce qui paraît aberrant, puisque la vue de Fiesole est magnifique à nos yeux modernes, mais, ajoutait-il, parce qu'à Cafaggiolo tout leur appartenait, ce qui n'était pas le cas de Fiesole, puisqu'effectivement, c'est Florence qui ne leur appartient pas encore, les Médicis ne sont pas encore les souverains de Florence, comme ce sera le cas à partir de Côme, d'Alexandre d'abord et surtout de Côme Ier au début du XVIe siècle. Ce rapport au paysage, donc, il est en lien d'ailleurs strict avec la peinture. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment l'évolution du jardin suit l'évolution du statut du paysage en peinture. D'abord, le fait que la villa va devenir un motif pictural quelques années plus tard. Hein. Donc ici, par exemple, vers 1500, chez Biagio d'Antonio, on voit au fond le motif de la villa avec, de manière pas tout à fait réaliste, mais c'est une évocation assez claire. Le lieu est reconnaissable topographiquement. Donc ce bâtiment, hein, avec l'ermitage de Saint-Jérôme qui lui était lié, qui a toute une dimension spirituelle que je n'ai pas le temps d'aborder, qui est très présente ici, ou encore dans les fresques de Ghirlandaio à Santa Maria Novella, on retrouve donc ce motif du jardin qui est mis en scène. Ça, c'est un aspect des choses, mais il y a aussi, et c'est peut-être encore plus frappant, le fait que la vue depuis la villa va devenir un motif pictural, par exemple dans l'œuvre des Pollaiuolo, qui sont très importants dans l'histoire du paysage, dans la peinture florentine du troisième quart du XVe siècle. Hein. Donc dans cette Annonciation de Berlin, on voit une vue encadrée par la fenêtre qui est, on voit très bien ici le grand dôme de Brunelleschi, la vue qu'on a depuis la villa, et donc ce rapport au paysage vu d'en haut qui est mis en scène par le jardin, tel qu'on l'a sur le site. Et on a une sorte de va-et-vient, en tout cas cette vue dominante sur la vallée de l'Arno va devenir en elle-même un motif florentin par excellence dans la peinture du XVe siècle, toujours chez les Pollaiuolo, dans ce martyre de Saint-Sébastien de Londres. On voit très bien comment, à partir d'un principe de composition qui est ce qu'on appelle la composition au plateau, donc un premier plan avec les figures, l'histoire, le sujet principal, mais on a aussi tout le développement du paysage à l'arrière-plan. On a cette vallée de l'Arno. L'Arno est un fleuve très impétueux, hein, encore aujourd'hui. Donc on a vraiment cette idée ce caractère grandiose du fleuve qui est mis en scène dans la peinture et qui renvoie au modèle flamand, hein, ces incunables en quelque sorte de la peinture du paysage de la Renaissance, comme la fameuse Vierge au chancelier Rollin de Van Eyck, où on avait déjà, donc vers 1437, quelques années avant la réalisation de la villa, et les Flamands ont eu beaucoup d'influence sur la peinture toscane, ce motif du jardin qui permet de contempler à travers un muret la vallée d'un fleuve.
donc joue cette redécouverte du paysage, cette conquête du paysage, qui est fondamentale dans les représentations du monde au XVe siècle, joue aussi dans la manière d'appliquer la géométrie au site, dans la manière de régler les terrassements, tout un imaginaire des jardins antiques qui est fondamental dans la culture humaniste du XVe siècle, qu'on a très présent dans le texte d'Alberti, qu'on a aussi dans les travaux, par exemple, sur les textes antiques qui rendent compte des jardins, à commencer par les lettres de Pline le Jeune, hein, donc, qui sont, vous le savez, un des témoignages les plus détaillés de la réalité des jardins dans la Rome antique, qui est un texte dont on sait que Jean de Médicis le possédait dans sa bibliothèque, l'avait étudié, et donc c'est un modèle très certainement d'un jardin comme la Villa Médicis. Alors ces idées vont se diffuser en Toscane et au-delà. Je montre juste plus brièvement un autre lieu très important dans cette généalogie du jardin de la Renaissance, qui est Pienza, donc cette cité idéale voulue par Pie II, pape humaniste de la région de Sienne à partir de 1458 pour transformer sa ville natale, avec donc la cathédrale et puis ce palais doté d'un jardin. Alors en plan, on a quelque chose qui ressemble beaucoup au jardin à l'Hortus Conclusius médiéval. On pourrait imaginer que tout est clos, hein, mais bon, souvent les plans ne rendent pas complètement compte de la réalité des trois dimensions qui est fondamentale dans les jardins, puisqu'en réalité, le palais est une sorte de belvédère, hein, une série de loggias d'où on peut contempler le paysage, et le paysage joue un rôle fondamental pour Pie II. Pie II, on le sait à travers ses mémoires, ses commentaires, hein, dans lesquels il décrit très en détail la vue qu'il a depuis sa villa, depuis son palais, et qui est une sorte d'imitation des lettres de Pline le Jeune et de la vue qu'avait Pline le Jeune, notamment de sa villa laurentine, hein, celle qui était au bord de la mer, et donc cette vue qui, au premier plan, domine le jardin, et surtout, à l'arrière, s'étend sur une autre vallée qui est celle du Monte Amiato, ce paysage magnifique de Toscane, des abords de Sienne. Ces idéaux, on va les retrouver aussi dans les traités postérieurs à Alberti. Juste quelques images, par exemple Francesco di Giorgio, qui est un de ces auteurs très fantaisiste, qui réinterprète les formes de l'Antiquité d'une manière souvent un petit peu fantastique, propose donc ici un parc de chasse, un barco, j'en montrerai d'autres exemples, c'est une forme de jardin très importante au XVe et au XVIe siècle, où il applique donc les formes géométriques élémentaires, l'octogone, le demi-cercle, le rectangle, avec un palais entouré d'un petit canal et un jardin concentrique qui est surmonté donc de cette construction circulaire, les formes antiques étant complètement mises en scène. Ou encore Filarete, donc cet architecte florentin d'origine qui a beaucoup travaillé à Milan, qui conçoit dans son traité d'architecture une cité idéale, la Sorcinda, donc qui est dédiée au maître de Milan, donc avec un plan de forteresse qui joue sur l'idéal des proportions, le carré, le triangle, etc., et dans lesquels il y a toute une série de jardins, notamment ce projet extrêmement intéressant, un jardin de papier, hein, bien sûr, de labyrinthe qui comporte à son centre un jardin entourant un palais qui a une forme de map-monde et qui représente la totalité du monde connu, tel qu'on le connaît à ce moment-là. On est bien sûr avant la découverte de l'Amérique, mais si on compare avec quelque chose qui est tout à fait contemporain, que sans doute Filarete a vu à Venise, donc cet extraordinaire map-monde qui fait à peu près 2 mètres de large de Fra Mauro, dont a été fait une copie pour le roi du Portugal, c'est un document très important dans l'histoire de la cartographie, on a à peu près la même vision du monde. Donc on voit ici comment le jardin devient aussi symboliquement, dans ses représentations de papier, une sorte de mise en scène du monde et de microcosme qui témoigne du pouvoir de son propriétaire. Cette dimension imaginaire, elle est fondamentale, comme dans toute l'histoire des jardins. On va la retrouver dans un des textes les plus connus de la Renaissance, dont on parle souvent quand on s'intéresse à l'histoire des jardins, qu'on croise forcément à un moment ou à un autre, qui est le fameux songe de Polyphile, Hypnerotomachia Polyphili, dans son titre original, qui est un texte très bizarre, écrit dans une sorte de mélange d'italien, avec mêlé de vénitien, de latin, de grec,
d'un certain Francesco Colonna, dont on se dispute encore pour savoir qui il était. Est-ce que c'était un moine de Trévise? Est-ce que c'était un prince de la famille des Colonnes, de Rome? En tout cas, un livre donc, qui est d'abord un des grands livres de l'histoire de l'imprimerie, avec des très très belles gravures et même toute une composition, une typographie. C'est un ouvrage très précieux. Et qui montre donc comment on conçoit aussi sur le plan de l'imaginaire les jardins à ce moment-là, à partir de ce rêve de l'Antiquité, cet imaginaire des jardins de la Rome des empereurs. Polyphile, c'est une sorte de réécriture du roman de la Rose. C'est un récit initiatique d'un personnage qui rêve, et en rêve, il va parcourir toute une série de lieux, avec une sorte d'alternance entre l'effroi et l'émerveillement devant ces jardins magnifiques qui sont parfois très spectaculaires, qui prennent la forme de pyramides et dans lesquels il y a toute une série d'éléments sculptés qui sont très longuement décrits, qui renvoient au vocabulaire antique et qui seront à leur tour, par exemple ici cette fontaine de la nymphe endormie contemplée par un satyre, on va en retrouver des échos dans des jardins de la Renaissance concrètement réalisés. Le motif très connu aussi que vous retrouverez à Bruxelles, hein, dans le Mannequin-Piece du Puer Mingens, comme les appelait Chastel, donc le petit enfant qui urine, qui vient lui aussi de l'Antiquité, qu'on retrouve dans la peinture du Titien, etc. Et c'est ce livre d'anthologie qui concentre toute une série de lieux communs, de thèmes fondamentaux, qui servira pas directement de modèle. Il n'y a aucun jardin qui est une transcription directe du Polyphile au XVIe siècle, mais dans lesquels sont énoncés une série de principes qu'on retrouve effectivement dans la réalité des jardins de l'époque. Cette idée, par exemple, ici, donc le Polyphile poursuit son parcours et finit par s'embarquer pour Cythère, hein, c'est un grand mythe qui prend forme, que vous retrouverez dans Watteau, évidemment, etc. Cythère, donc, c'est l'île de Vénus, qui est un immense jardin, dont on voit ici le plan, qui montre combien l'idéal de rationalité, d'ordre est mis en scène, hein, donc avec cette série de cercles et cette centralité fondamentale. Et en même temps, le texte décrit en détail tous les éléments de cette île-jardin, les taupières, donc ces végétaux sculptés, les ornements, avec donc ces parterres d'entrelacs, par exemple. Il y a un grand amphithéâtre inspiré du Colisée, mais surmonté de végétaux, donc il y a vraiment une architecture verte. Et puis, au centre, mais en réalité, il ne trouve pas de place sur le plan, donc il y a une aberration. On est quand même dans le domaine de la fiction et de l'imaginaire. Ce jardin d'Adonis, donc lié à l'amant de Vénus, où Polyphile termine son récit auprès des nymphes. Donc un livre qui montre aussi tout ce capital de poésie, comme disait Chastel, qui s'investit à ce moment-là dans le jardin. Donc, cette fascination pour l'Antiquité, si forte dans ses textes, et en particulier dans son jeu Polyphile, on va la voir particulièrement se manifester à Rome, dans un contexte évidemment sociopolitique très précis, qui est celui de la Rome des papes en train de se reconstruire après l'épisode des papes en Avignon, et donc le fait que Rome redevient capitale à part entière de la chrétienté, et un certain nombre de papes vont chercher à la rebâtir. Et l'un d'entre eux, très important, c'est bien sûr Jules II, qui va être ce grand pape bâtisseur, fondamental mécène de Raphaël, dont on a ici le portrait, hein, donc les chambres de la signature, de Michel-Ange, hein, évidemment, comment ne pas penser à la voûte de la Sixtine, mais aussi grand mécène en matière de jardin, et en particulier au Vatican, commanditaire d'une réalisation très importante, qui est cette cour du Belvédère, qu'on voit ici dans une gravure beaucoup plus tardive, une fois que l'ensemble a été réalisé, qui est ce grand ensemble très monumental, mais qui est bien un jardin, qui relie les appartements pontificaux, hein, donc les palais apostoliques, encore aujourd'hui siège de la résidence papale, et Saint-Pierre juste à l'arrière, dont on voit ici le dôme en train d'être construit, d'une part, et d'autre part, une petite villa qui s'appelait la villa del Belvedere, de la Belle-Vue, qui avait été construite au XVe siècle, fin du XVe siècle, par 1908, qui était distance donc, de plusieurs centaines de mètres. Alors voilà la situation aujourd'hui.
Donc cette cour du Belvédère, entre la villa du Belvédère proprement dite et les palais du Vatican, avec ici la place du Bernin qui est du XVIIe, et puis Saint-Pierre. Une image sur le plan actuel du Vatican avec donc l'extension des jardins proprement dit, mais cet espace était véritablement un jardin au XVIe siècle. Une vue de la villa du Belvédère, un dessin de Martin van Heemskerk, qui est un artiste d'Anvers qui a beaucoup travaillé à Rome. Je vais vous montrer d'autres images. Et puis aujourd'hui, alors peut-être beaucoup d'entre vous connaissent cet espace parce que c'est celui qu'on visite en premier quand on a accès au musée du Vatican, avec la première cour du Belvédère, proprement dite. Mais aujourd'hui, cet espace, qui était un espace cohérent, unitaire, dans sa conception d'origine, par Bramante, donc l'architecte de Jules II, n'est plus entièrement lisible, puisqu'il a été partitionné de manière postérieure par des ailes, et donc en particulier aujourd'hui la partie la plus inférieure est un parking, et donc on a peut-être du mal à le lire comme ce qu'il a été, c'est-à-dire un jardin. Un dessin de Dosio qui est très intéressant parce qu'il montre le chantier. C'est assez rare d'avoir ce type d'image. Donc le premier plan, ce que je viens de vous montrer ici, actuellement, donc à ce moment-là, on voit donc dans le dessin les transports des pierres, les constructions. Un deuxième niveau séparé par un escalier, et puis le troisième niveau, donc qui est cette cour du Belvédère qu'on a vu tout à l'heure, avec un système de rampes. On a donc un axe central qui organise toute la composition, une conception très forte, très unitaire, faite idéalement pour être contemplée depuis le point de vue qui est celui du dessin. On va voir à quoi ça correspond. En fait, ce sont les appartements du pape, bien entendu. Et une série de constructions qui organisent cet espace, des galeries latérales avec un jeu de niveaux qui permet donc de créer cette cohérence très spectaculaire, très monumentale. Donc le point de vue idéal, ce sont plus précisément les chambres de Jules II, qui sont alors peintes par Raphaël, en particulier la fameuse chambre de la signature, où vous avez de l'autre côté, quand on se tourne sur le mur, cette fameuse école d'Athènes, peinte par Raphaël, mais avec l'aide de Bramante. Bramante et Raphaël étaient de la même ville, ils étaient d'Urbino, ils étaient très très liés. On pense que c'est sans doute Bramante qui a conçu l'arrière-plan architectonique qui renvoie un peu à sa conception de Saint-Pierre, à ce jeu de perspective et de monumentalisation de l'espace, qui est en fait celui qu'on voit exactement dans le jardin lorsqu'on se tourne de l'autre côté. Il y a donc aussi là, un jeu très intéressant, non seulement d'insertion du jardin dans le site et dans l'architecture, mais même de lien avec le décor intérieur. On était juste ici, donc on a cette vue spectaculaire sur cette composition. Là encore, les modèles antiques sont omniprésents et plus en détail, on peut voir que Bramante a transcrit dans la matière du jardin deux grands modèles antiques très importants. D'abord, un type de monument qui est celui du cirque, donc de cette forme d'architecture pour le divertissement qui était fondamentale à Rome. Cette idée d'organiser un espace très long, comme ici le cirque Maxime, tel qu'on le restituait à ce moment-là au XVIe siècle, donc un espace très long organisé par des galeries latérales, c'est le premier élément qu'on peut mettre en évidence. Et puis deuxième idée, cette idée de régler, là encore, une pente, un site complexe du point de vue topographique par un jeu de terrassements successifs qui sont articulés de manière axiale. Ça, c'est une idée que vraisemblablement Bramante a prise d'un modèle très important pour l'architecture de la Renaissance, qui est le sanctuaire de la fortune Primigenia à Palestrina, donc Praenestre, à côté de Rome, que les architectes du XVIe siècle ont énormément étudié. Ici, Piero Ligorio, l'architecte qu'on va retrouver tout à l'heure à la Villa d'Este, avec cette perspective et cette élévation qui vous montre comment ce sanctuaire donnait un modèle aux architectes de mise en ordre d'un espace complexe, monumental, lié à une pente très forte. Donc ce sont ces modèles qui sont appliqués au Belvédère. Et cette image ici attribuée à Perrine del Vaga vous montre à quel point la prégnance des modèles antiques est présente, puisque dans cette image, la cour du Belvédère n'est plus représentée en chantier, comme tout à l'heure, mais est représentée en ruine, comme si
elle était devenue une sorte de jardin antique et qu'on se projetait dans l'avenir et qu'on imaginait comment ce jardin serait perçu à un moment où on aurait eu la même distance que la Renaissance avait par rapport à l'Antiquité. Ce qui caractérise aussi l'Antiquité, hein, c'est une idée notamment qu'a élaboré Erwin Panofsky, un des grands historiens de l'art du XXe siècle, c'est cette conscience d'une distance par rapport à l'Antiquité. L'Antiquité est un modèle fondamental, obsessionnel, et en même temps, on sait que c'est perdu. C'est une sorte de paradis. Hein. Tous les paradis sont perdus, comme disait Proust. C'est une sorte d'image idéale lointaine qu'on cherche à retrouver, mais en même temps dont on a la conscience du temps qui nous sépare, qui va devenir ce qu'on va appeler le Moyen-Âge. Et donc ici, on se projette. Et on a même une sorte de restitution d'un spectacle antique par excellence, qui est la naumachie, ces grands spectacles aquatiques qu'on organisait pour refaire les grandes batailles navales dans l'Antiquité. Et on n'a certainement jamais eu ce type de spectacle au Belvédère, mais ici le peintre le projette parce que ça fait partie de cet imaginaire antique, avec même une technique picturale qui imite la peinture antique telle qu'on la connaît à ce moment-là à travers la Domus Aurea. Alors, on a effectivement toute une série de spectacles qui ont été organisés au Belvédère, comme le montre cette image. Et puis, dernier point très important, en quoi le Belvédère va aussi être un point de départ, c'est la présence. Alors ici, on est de l'autre côté, par rapport aux vues que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, Saint-Pierre est de ce côté. On se porte ce très beau tableau qui est à Bruxelles. Donc ici, le jardin, le peintre a ôté la galerie pour pouvoir montrer l'extension de ce jardin. Et donc, à l'arrière, ce qu'on n'a pas encore vu dans les autres documents, on a un petit jardin supplémentaire qui est la cour du Belvédère au sens strict, qui est aujourd'hui encore donc, cette cour des statues qu'on visite quand on voit les musées du Vatican, où Jules II va réunir donc, cette collection d'antiques qu'il a commencé à amasser avant même son élection pontificale et qui va être ce trésor qui va fasciner tout l'imaginaire européen, hein, donc qui comprend le Laocoon, l'Apollon du Belvédère, etc. Et certaines de ces statues, le Laocoon à gauche, l'Ariane à droite, sont mises en scène sous la forme de fontaines et donc ne sont pas des objets muséifiés comme on pourrait les avoir aujourd'hui. On a cette conception qui date plutôt du XVIIIe siècle, mais au contraire des éléments intégrés dans l'espace du jardin, dans le jeu des fontaines, dans la végétation, etc. Aussi, au Vatican, on trouve ces deux sculptures de dieux fleuves, hein, ces allégories qui, sous la forme de personnages barbus, inclinés, incarnent une rivière, un fleuve, le Tibre et le Nil, qui vont être, les voilà aujourd'hui, très importants. On va retrouver beaucoup de ces images parce qu'elles permettent de personnifier des éléments du territoire. On va voir que ça va être des grandes dominantes des jardins du XVIe siècle, cette idée d'incarner les forces de la nature et du territoire princier ou sous le pouvoir du cardinal dans le jardin. Alors ces jardins de sculpture, on va en retrouver. C'est une sorte de phénomène qui va se développer au XVIe siècle. Voilà d'autres dessins de ce fameux Martin van Heemskerck que je citais tout à l'heure, qui vous donnent des vues assez intéressantes. Ce sont des vues pas idéalisées, des sortes de croquis pris un petit peu comme ça sur le vif, de ces jardins qui sont des collections d'antiques, parfois avec au milieu, comme un faux antique, des chefs-d'œuvre modernes, ça c'est le Bacchus de Michel-Ange, et qui sont assemblés par de riches personnages. À l'instant, on avait le Giannino Gallo, qui était un banquier. Ici, le jardin des cardinaux Cesi, au Vatican, dans lesquels ces riches personnages, en particulier les prélats, les cardinaux, rassemblent des antiques qui font leur fierté, qui montrent l'ancienneté de leur famille. Et donc, le jardin devient un signe de pouvoir, tant et si bien que tous ces jardins, ça peut nous surprendre aujourd'hui, seront ouverts au public. Ce sont des jardins dans lesquels les citoyens, les étrangers ont accès. Souvent, il y a une inscription en latin qui donne la bienvenue, qui dit aux hôtes, soit visite ces jardins, qui sont comme des jardins d'Hespéride, etc. On a toujours tout l'imaginaire antique qui vient derrière, mais donc ils seront librement accessibles. Alors, si on avance dans le XVIe siècle, on va voir comment ces principes, qu'on a déjà vu s'esquisser particulièrement au Belvédère, vont se renforcer, accompagner aussi une extension du jardin de plus en plus forte, du point de vue de l'échelle, et
je voudrais vous montrer donc une série d'exemples dans lesquels on va rentrer encore plus en détail parce qu'on a la chance qu'ils soient assez bien conservés et donc de pouvoir aujourd'hui encore appréhender l'espace tel qu'il a été conçu initialement, où on va voir notamment se développer ces notions d'espace quadrillé, soumis à un schéma régulateur très précis, et où l'axialité, le rapport entre architecture et espace du jardin se fait également de plus en plus fort et de plus en plus subtil. D'abord, Castello, quittons Rome et revenons en Toscane, avec cette réalisation, là aussi très importante, des années 1538 et au-delà, conçue par Tribolo, qui est un sculpteur au départ, mais qui a aussi tout un travail d'architecte et d'ingénieur, pour le compte de Côme, premier de Médicis, qui est celui qui va fonder un peu cette monarchie médicéenne en Toscane dont je parlais au début de l'exposé. Donc ce puissant prince qui, grâce à l'appui de Charles Quint, devient duc de Florence donc va ensuite étendre son pouvoir sur toute la Toscane. C'est lui qui conquiert Sienne et qui en fait une annexe de Florence. Et dès le début de son règne, il décide de transformer une villa familiale à Castello pour en faire une sorte de jardin programmatique qui exprime sa vision du pouvoir et son ambition territoriale. Ce jardin, le voilà représenté par Outens, donc ce peintre flamand que je citais tout à l'heure, un demi-siècle après le début des travaux. Alors, Castello est un peu difficile à comprendre parce que souvent, dans le jardin, il faut prendre en compte la dimension du projet, la dimension du chantier. On a donc un jardin qui a eu une conception très cohérente. On a la chance d'avoir un texte très très précis à ce sujet-là. C'est la vie de Tribolo écrite par Vasari, qui explique en détail ce que Tribolo avait voulu faire. Et Vasari connaît très bien le lieu parce qu'il a été lui-même directeur des travaux à un moment. Mais Tribolo meurt en 1550, assez tôt, alors que le chantier est encore en cours. En plus, en 1550, les Médicis vont acquérir un nouveau jardin à Florence, c'est Boboli, je vous le montrerai tout à l'heure. Ils vont un petit peu se désintéresser de Castello et investir davantage à Boboli, qui est le jardin urbain, qui va devenir le jardin de représentation le plus important. Et donc, le projet et tout le programme très, très précis, très cohérent qu'avait inventé Tribolo avec l'aide d'humanistes n'a jamais été complètement réalisé. Donc, on a aujourd'hui encore les traces lisibles, même si la complexité et l'ampleur du projet n'ont pas été entièrement mis en forme. Voilà une image actuelle, donc aérienne, de ce jardin, qui est juste à côté de la Petraia que je vous montrerai tout à l'heure. Donc un jardin, on le voit ici, d'extension nettement plus grande que ce que réalisaient les Médicis au XVe siècle, avec une série de terrasses. La pente n'est pas très importante, mais la dénivellation est quand même réglée par une série donc, de différents niveaux, 3 principalement, qu'on lit tout à fait encore aujourd'hui. Une distribution de l'espace organisée par un quadrillage orthogonal régulier, avec donc ces carrés, ces quadri, comme on les appelle dans le vocabulaire des traités du jardin. Il y en a 16, ils sont tout à fait conservés aujourd'hui, même si le détail du végétal, là encore, n'est pas tout à fait original. Hein. Ces bordures de buis basses ne sont pas du tout, c'est pas du tout une pratique du XVIe siècle, c'est quelque chose qui va s'imposer beaucoup plus tard. Le buis n'est pas du tout utilisé de cette manière-là. Voilà encore, donc avec les agrumes, Castello, comme la Villa Médicis a été dès l'origine un jardin étant exposé vers le sud d'agrumes, et aujourd'hui c'est la collection d'agrumes la plus importante en Italie. Outens nous montre d'ailleurs très bien comment ces agrumes étaient répartis au niveau intermédiaire, et comme ils le sont encore aujourd'hui, hein, c'est intéressant de confronter vraiment c'est un peintre très très précis dans ses détails. Si on remonte ici, on a donc cet axe principal qui est en fait décalé de l'axe du bâtiment, ce que montre pas exactement Outens. Il nous fait croire que tout est axial. Alors ça, c'est souvent le problème des vues qui rendent compte de projets et qui ne sont pas des relevés exacts de l'existant. En fait, on pense qu'il y avait un projet d'extension et c'est vrai qu'il y a aussi un seul jardin secret qui est réalisé alors que
Outens nous en montre 2. Donc il y a eu, on voulait que tout soit symétrique, et puis bon, le chantier n'ayant pas été terminé, la réalité n'a pas été complètement, n'a pas suivi exactement cet idéal. Et donc, non seulement on a cette organisation de l'espace, mais elle devient le support d'une symbolique très cohérente, donc, que nous transmet Vasari dans son texte, avec toute une série de représentations qui renvoient au territoire. L'Apennin, des montagnes de l'Apennin, l'Asinaio et le Falterona, qui n'auront jamais été réalisées. C'est donc 2 montagnes d'où prennent leur source 2 cours d'eau, l'Arno et le Mounion, qui auraient dû être figurés dans les niches inférieures. Et ces 2 cours d'eau, dans la réalité topographique, se rejoignent à Florence, et donc le jardin va de même les faire se rejoindre à Florence, qui sera représentée au centre du jardin. Voilà donc le schéma, avec toute une série ensuite de vertus, de conséquences de ces vertus sur la droite, mais on pourrait en parler en détail, je simplifie les choses. Et donc ce schéma qui renvoie à la réalité hydrographique de Florence, qui est située dans le bassin fluvial de l'Arno. L'Arno fait une courbe comme ça du Mugello et continue vers l'ouest pour se jeter dans la mer Tyrrhénienne. Il reçoit plusieurs affluents, et notamment ce Mounione qu'on a ici sur une carte, voilà, qui descend de Fiesole et qui va rejoindre, il faut que je le retrouve, voilà, l'Arno, à cet endroit ici, qui est dans le parc des Cachines, et pour ceux qui connaissent Florence. Et donc le jardin va miniaturiser cette réalité du territoire. C'est une sorte de réduction symbolique de l'espace princier du duché de Toscane. Donc l'Apennin, qui a été réalisé, un des éléments sculptés de Tribolo qui est conservé, qui est aujourd'hui au Bargello, qui est cette nymphe qui devait incarner Fiesole, qui devait donc représenter le groupe du Mounione. Mais le reste des éléments n'a pas entièrement été réalisé. Ce qui a été réalisé, c'est les 2 fontaines centrales. Donc la fontaine de Florence, qui devait être placée au centre d'une sorte de bosquet, de labyrinthe, comme une sorte d'île de Cythère. Il y a sans doute là un écho direct au polyphile. Et puis une deuxième fontaine d'Hercule et Anté, qui complète et qui rajoute la dimension mythologique. Hercule, c'est bien sûr Côme Ier, c'est le prince, c'est le héros vertueux. Donc voilà cette fontaine de Vénus. Alors, les choses sont aussi là compliquées parce que les fontaines, les statues dans les jardins, ça bouge, c'est transféré, c'est transformé. Donc cette fontaine, elle est aujourd'hui à la Petraia, elle n'est plus en place. Et donc, ce qu'on connaît du jardin grâce aux documents, c'est plus la réalité aujourd'hui perceptible dans l'espace. Donc là, voilà, à droite, telle qu'elle est aujourd'hui à quelques kilomètres de là. Donc cette Vénus qui incarne Florence et qui renvoie aussi à tout l'imaginaire de la naissance de Vénus, avec le tableau de Botticelli qui vous montre qu'il y a un lien direct. Le tableau, à l'époque, était à Castello. Ça avait été commandé par les ancêtres de Côme Ier. Et puis, en dessous, la fontaine d'Hercule et Anté, alors qui, elle, est présente aujourd'hui, qui a été remontée à la place de celle de Vénus, au centre du jardin, et où on a donc ce type de fontaine à candélabres, très spectaculaire, typique du milieu florentin, et au-dessus, la ronde bosse en bronze, qui sera réalisée plus tard, après la mort de Tribolo, par Amanati, et donc Hercule qui terrasse Anté. Anté, c'est ce géant qui tire sa force de son contact avec sa mère, Gaïa, donc la terre, et Hercule réussit à le soulever pour pouvoir le vaincre, et donc qui est une image très clairement de Côme Ier qui réussit à vaincre ses opposants pour pouvoir parvenir au trône de Toscane. Et puis, au-delà, l'axe continue et le jeu de l'écoulement de l'eau se poursuit avec donc ici ces bassins qui sont en même temps un espace dans lequel on peut avoir des tournois. Il y a aussi toute l'image intéressante, elle nous montre toute cette dimension des fêtes, de l'utilisation du jardin comme lieu de plaisir, comme lieu de cours, qui est extrêmement importante dans la culture de la Renaissance. Donc voilà le jardin, et puis donc les bassins que je vous montrais ici, et puis il y a toute une allée d'accès. Mais au-delà, il y a aussi la manière dont le jardin s'inscrit dans le territoire rural, au travers, je n'ai pas le temps de le développer en détail, mais on le voit très bien dans ces documents du XVIIIe siècle, comment ce jardin, ici, fait partie de toute une mise en ordre de l'espace rural, au travers des champs, au travers de toute une série d'aménagements. Par exemple, ici, ce type de structures qui sont des plantations pour la chasse aux oiseaux, ce qu'on appelle des ragnaie en toscan, qui organisent le paysage
paysage. Et donc il y a là aussi vraiment de plus en plus, en tout cas on le sent plus clairement parce que la documentation est plus importante pour le XVIe siècle, une relation entre jardin et paysage qui n'est pas seulement visuelle, qui est aussi physique, hein, matérielle. Alors, cette amplification de la composition s'affirme également dans le Latium, si on revient dans la région de Rome, en particulier avec un exemple que tout le monde connaît, qui est la Villa d'Este, à Tivoli, créée par le cardinal Hippolyte d'Este, puissant cardinal de la famille régnante de Ferrare, hein, qui aurait très bien pu terminer avec la tiare, mais qui n'y est pas parvenu. Il s'est présenté 3 fois à l'élection pontificale et 3 fois ça n'a pas marché. Mais bon, une des premières fois, il a eu une sorte de lot de consolation qui était le poste de gouverneur de Tivoli, qui était fondamental parce que Tivoli, c'est une ville à côté de Rome, un petit peu au-dessus, qui est liée à l'alimentation hydraulique de Rome. Hein, donc, enfin, il y a toute une série de rivières qui passent et qui vont donner le Teverone et qui se jettent dans le Tibre à Rome. Et donc c'est une ville essentielle, qui était déjà une ville de villégiature dans l'Antiquité. C'est là évidemment qu'il y a la villa d'Adrien, que Hippolyte d'Este va faire fouiller à ce moment-là par son archéologue, son antiquaire, comme on le disait à l'époque, qui est Piero Ligorio, qui vraisemblablement a été le concepteur d'ensemble de la villa de Tivoli. Voilà, donc ce cardinal Hippolyte d'Este. La villa donc qui est cet ensemble situé, on le voit, en zone périurbaine, donc juste au bord de cette cité très ancienne de Tivoli, à quelques centaines de mètres de ces grands éléments fondamentaux du paysage de Tivoli, qui est la cascade, hein, qui a fasciné, qui fascine encore donc, tous les visiteurs, tous ceux qui ont fait le grand tour et qui sont passés par là nous ont laissé tous ces dessins de cette cascade qui, on va le voir, va être miniaturisée à son tour dans le jardin. Il y a toujours ce rapport au territoire très important. Et la villa, telle qu'elle est représentée par cette gravure d'Étienne du Perrac, qui est un document qui a beaucoup circulé, qui est dédié à Catherine de Médicis, qui a fait le tour de l'Europe et qui a été très important dans la diffusion de la villa. La villa d'Este a eu beaucoup d'influence dans les jardins européens. Cette vue à vol d'oiseau, donc, qui vous montre le palais en haut, l'ancien palais des gouverneurs, qui est remanié, rénové par Hippolyte d'Este, et puis ce jardin qui s'étend en terrasse sur une double pente, une pente principale ici et une pente plus légère dans ce sens-là, avec ici une rupture de pente très spectaculaire et donc une sorte de position en belvédère, en balcon sur le paysage. Un axe central répliqué par des axes secondaires et puis des axes latéraux. On a donc tout un système de quadrillage, de maillage de l'espace qui répète le même type de module et c'est vraiment avec une extension très importante et donc grâce à des travaux très lourds en main-d'œuvre, en moyens techniques, qu'on a ces principes spatiaux qui s'appliquent sur un site très escarpé qui le transforme radicalement. Voilà, donc une vue qui correspond à peu près à la vue à vol d'oiseau du Perrac qui vous montre l'ampleur du relief et donc la monumentalité des travaux. C'est bien de cette idée de magnificence, de se rendre maître et possesseur de la nature, comme dira Descartes un peu plus tard, qu'il est question. Ici, toutes les structures qui permettent à ce jardin, qui est en quelque sorte suspendu, de tenir et d'avoir cette assiette au-dessus donc du vide, hein, de ce précipice, et d'avoir du coup cette vue spectaculaire sur le paysage. Une fresque à l'intérieur du palais qui montre dans l'autre sens et qui... donc c'est souvent, on a des vues des villas à l'intérieur des villas, une sorte de mise en abîme, qui amplifie la pente pour montrer à quel point ça a été une transformation radicale. Et donc le parcours était, théoriquement c'est plus le cas aujourd'hui puisqu'on a transformé les entrées, mais était depuis le bas jusqu'en haut, et donc le visiteur éprouvait physiquement cette pente, cette altitude du palais qui domine en haut, à travers une ascension qui suit cet axe central. On se rapproche, hein, et donc ici une vue du XVIIe qui vous montre, bon, la végétation est transformée, là encore, c'est toujours la même question. On se rapproche, et donc ici une vue du XVIIe qui vous montre, bon, la végétation est transformée, là encore, c'est toujours la même question. Et
On gravit, on est attiré par cette fontaine, qui est donc cette fontaine des dragons avec ce jet d'eau monumental. Donc il y a la vision, il y a le son aussi, très important, une sorte de caisse de résonance, une dimension sonore qui est fondamentale dans ce type de jardin. Donc ce jet d'eau monumental, là encore la maîtrise de la nature, l'eau qui jaillit verticalement, hein, contre nature, et qui en même temps rafraîchit, qui donc participe aussi à la fonction de climatisation du jardin, hein, donc tous ces ombrages, ces plantes qui permettent de se promener dans un climat méditerranéen. Et quand on est enfin arrivé en haut, on a cette récompense de la vue plongeante et de la vision du paysage au loin, qu'on domine de manière panoramique. C'est toujours cette position dominante sur le paysage qui est mise en scène. À la Villa d'Este sont en particulier extrêmement subtils tous les systèmes de parcours, toutes les circulations, la manière de régler ces passages de niveau, les marches, les rampes. Il y a vraiment une sorte de scénographie de l'espace en 3 dimensions qui est extrêmement importante, qui vous montre combien le jardin, en prenant de l'ampleur, est lié de plus en plus à une expérience physique, à un parcours, une promenade dans le temps, hein, de manière de plus en plus complexe. La présence de l'eau, avec ces grands viviers en bas de la composition, hein, donc à ce niveau-là, sur la gravure de Dupeyrac, et en particulier aussi l'eau qui va s'écouler depuis cette fontaine, ici la fontaine de Tivoli, jusqu'à la fontaine de Rome, située de l'autre côté, et qui va prendre une dimension symbolique très forte, renvoyant à la réalité du territoire. La fontaine de Tivoli, d'une part, où on a la cascade justement de Tivoli qui est miniaturisée. Tivoli qui est incarné en quelque sorte sous la forme d'une sibylle, qui est la sibylle de Tivoli, hein, donc ces fameuses prophétresses antiques. Et sur les côtés, 2 dieux fleuves, on les devine un peu ici sur l'image, qui vont incarner les 2 autres rivières de la région, hein, puisque la sibylle de Tivoli, elle s'appelle Albunea, donc elle incarne une des rivières qui est l'Alboneo. Et il y a les 2 autres rivières, l'Ercolaneo et l'Aniene, peu importe, des noms qui se réunissent, comme je l'ai dit, dans la réalité du territoire pour former le Teverone. Et c'est ce que montre le jardin. Alors avec en plus toute une mise en scène de circulation sous la forme de cryptoportiques, donc qui renvoie là encore à des modèles antiques, très précisément à la villa d'Adrien, qui est située juste à côté, en dessous, hein, en bas de la plaine. Voilà une vue ancienne. Donc là, on voit beaucoup mieux les 2 dieux fleuves qui accompagnent la sibylle. Et alors sur une carte ancienne, là, l'hydrographie, donc cette Aniene, hein, qui est formée de cette, on ne le voit pas ici, de cette convergence des rivières, avec un lien direct avec le jardin. Et c'est ce que le jardin va montrer avec la grande cascade. Donc miniaturisé, mise en scène de manière paysagère dans ce jardin. Et là aussi, il y a l'eau, il y a toute la sensorialité qui joue. Et ensuite, donc, à travers cette allée des 100 fontaines qui conduit l'eau sous la forme de 3 circulations, 3 niveaux, qui symbolisent ces 3 rivières qui convergent jusqu'à la fontaine de Rome. Donc on a encore une fois la géographie qui est transposée, miniaturisée dans le jardin pour donc avoir cette évocation de Rome, à la fois allégorisée, personnifiée par la déesse Rome, hein, donc cette figure, et puis d'autres éléments, la Louve, Romulus et Rémus, et puis aussi ce navire qui incarne l'île Tibérine, hein, donc cette île du Tibre, et puis aussi de manière plus directe à travers une sorte de maquette urbaine qui est conservée en partie, elle s'est un petit peu écroulée au XVIIe siècle, hein, donc la Rometta, qui est une sorte d'image synthétique de Rome avec ses monuments antiques les plus importants. Hein, donc la voilà entièrement telle on pouvait l'observer encore au XVIIe siècle, où on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zones principales qui sont, c'est très symbolique, hein, en même temps c'est pas une vraie vue topographique, qui sont les 7 collines de Rome et qui correspondent exactement à ce que Ligorio a étudié. On a notamment un grand plan antique de Rome fait par Ligorio, qui était un vrai archéologue, hein, qui travaillait vraiment sur les ruines, qui faisait des fouilles. Donc c'est cet imaginaire archéologique qui est en scène dans le jardin. Et dernier élément, on a aussi toute
tout en renvoie à une dimension morale qui est présente, puisque on a 2 grottes. Hein. Donc, le parcours, quand on monte, j'ai oublié de le montrer, mais enfin, on le voit ici très bien sur la vue de Dupeyrac. À un moment, quand on arrive à la fontaine des dragons, là, l'escalier ici n'a jamais été réalisé. Donc, on est obligé d'aller ou à gauche ou à droite. Hein. Donc, on a à un moment une bifurcation. Et à gauche, vous avez la fontaine, une grotte ici associée à la fontaine de Tivoli, qui est la grotte de Vénus. Et ici, vous avez une autre grotte qui est la grotte de Diane. Et donc, Vénus, évidemment, c'est le plaisir, la sensualité, le texte est coupé, pardon, elle sera plus tard d'ailleurs transformée en grotte de Bacchus, donc c'est le plaisir licencieux, hein, comme le dit une description du jardin, alors que Diane, de l'autre côté, c'est bien sûr la chasteté, c'est la figure vertueuse par excellence. Et donc le choix entre se rendre à la grotte de Diane ou se rendre à la grotte de Vénus, c'est un choix moral qui est en quelque sorte mis en scène dans le jardin. C'est finalement le même choix que celui d'Hercule, encore la figure d'Hercule, qui est justement omniprésente dans le jardin de Tivoli, hein. C'est le choix d'Hercule à la croisée des chemins entre le vice et la vertu, tel que on l'imagine depuis les textes antiques. Hein. Il y a tout un livre de Panofsky que je citais tout à l'heure sur ce thème. Hercule qui doit choisir entre le dur chemin qui conduit à la vertu ou le chemin beaucoup plus facile mais périlleux qui conduit jusqu'au vice. Et encore une fois, toujours ce rapport au paysage, ce rapport visuel à l'environnement, avec la fontaine de Rome, la miniature, la maquette, confrontée à la vraie ville de Rome. Alors, un peu plus tard, au XVIe siècle, mais toujours dans la région de Rome, un autre exemple qui est extrêmement intéressant parce que c'est là aussi un des jardins où on peut le mieux lire ces principes de composition spatiale, c'est la Villa Médicis à Rome. Donc une autre réalisation des Médicis, mais cette fois du cardinal Ferdinand de Médicis, sans doute conçu par Amanati à partir des années 1576. Ferdinand, c'est le second fils de Côme Ier, qui donc en tant que puiné est appelé à une carrière ecclésiastique, mais c'est quelqu'un de très ambitieux et à la mort de son frère qu'il détestait en 1587, il deviendra souverain, grand-duc de Toscane, parce que les Médicis ont entre-temps obtenu le titre de grand-duc. On verra qu'il va réaliser des jardins à Florence d'ailleurs. Mais en tout cas, donc, quand il est encore cardinal, il décide de s'aménager une villa en accord avec son statut de cardinal de grande famille, d'une des grandes familles princières d'Italie. Cette villa, donc, il va transformer là encore, régularisant le terrain et en appliquant ces mêmes principes d'axialité, de partition, quadripartition ou partition en 6, avec ces 6 carrés ici, qui sont encore visibles aujourd'hui. Voilà une vue aérienne donc avec le palais, les 6 carrés et les 16 carrés qui étaient donc prévus dès l'origine. Ça, c'est un plan de 1577. Pris dans l'autre sens, hein, le nord et de l'autre côté. Et donc, ce palais, donc, qui est aujourd'hui, vous savez, siège de l'Académie de France, et sur la facette duquel Ferdinand et Amanati vont disposer toute une collection d'antiques extrêmement importante. On est dans la continuité de ces jardins d'antiques que je montrais tout à l'heure. Et ici, donc, sur un plan du XVIIIe, toute l'organisation de ce jardin, qui est entièrement organisé par un axe qui est celui perpendiculaire à l'axe du palais. Il y a vraiment une manière, là encore, d'articuler le jardin et l'architecture. Et c'est cette partition de l'espace qui est encore présente aujourd'hui. Et même, on l'a compris, cela, quand on a procédé à la dernière restauration de ces jardins à partir des années 1999. On a donc eu tout un travail de relevé géométral, de travail sur les documents qui donnaient des mesures anciennes, etc., pour comprendre si cette partition correspondait véritablement à ce que nous donnaient les documents. Et c'est ainsi qu'on a pu obtenir, les architectes qui étaient en charge du projet ont pu parvenir à ce type de plan qui restitue
ce que vous avez en bleu, le tracé initial, qui est en fait entièrement régi par des mesures en palmes romaines, c'est pas en mètres évidemment, qui est un tracé modulaire. Il y a précisément 2 modules qui ont été utilisés pour avoir toute cette conception dans l'espace. Et en vert, vous avez l'existant qui est quasiment aux mêmes endroits. Ça s'est conservé depuis 500 ans. Simplement, il y a des zones où les haies, ici par exemple, on le voit très bien, ont plus poussé, ont eu tendance à aller vers le sud. Et donc, il s'agissait pour restituer le jardin, ou en tout cas le réhabiliter en essayant de conserver un petit peu plus ce qui s'était transmis jusqu'à nous, de rectifier les endroits où le tracé n'était plus tout à fait présent. Ce qui était le cas dans cette zone ici, qui avait été la plus transformée, et donc on a repris simplement le tracé en conservant un peu l'idée des carderons qui sont plutôt des éléments du XVIIIe siècle, parce que là, ça a été un jardin de fleurs, ensuite ça a été un jardin de broderie, ensuite ça a été un jardin de plantes exotiques à la fin du XIXe siècle. Quel état choisir? C'est toujours le problème quand on a des restaurations de jardin. Donc ici, c'est une sorte de compromis qui a été utilisé avec un dessin le plus simple possible qui facilite l'entretien. Et puis, dans les grands carrés ici, il s'agissait simplement, alors qui était au XVIe siècle un jardin d'arbres fruitiers, il s'agissait simplement, ponctué d'Hermès, de rectifier les zones où les proportions étaient plus conservées. Ici, une photo de 94 qui vous montre combien cette haie ici, exposée au sud, déborde. On voit très bien, avec ici le pavillon, cette fameuse loggia, qui a un déséquilibre, et c'est ce qu'a confirmé les éléments du plan, des plantes assez anciennes de buis aussi qu'on a pu retrouver. Il s'agissait simplement de décaler de 2 mètres pour pouvoir retrouver le tracé qui s'était conservé. Et en quelques années, après, les haies ont poussé, et on a pu remettre les Hermès qui ont été restaurés. Et puis enfin une partie un peu plus poétique, un peu moins géométrique, qui est le bosco au sommet du jardin, avec cette grande pyramide monumentale. Alors ce jardin de la Villa Médicis, on peut juste le garder comme transition, parce qu'il permet de voir très bien combien ces principes de mise en ordre impliquent aussi la répartition du végétal. Il y a vraiment une idée de distribuer le végétal de manière très cohérente, en lien avec une unité du projet et en fonction de types très précis, de catégories. Ce qu'on a compris, en fait, il y a une vingtaine d'années seulement, je dirais, quand on a commencé à travailler vraiment sur les traités de jardin, sur les images, etc., on avait souvent une vision du jardin de la Renaissance comme quelque chose de très vert, avec du buis, du laurier, mais pas forcément très fleuri, alors qu'en réalité, les documents nous montrent que ces jardins regorgeaient de couleurs, regorgeaient de senteurs, de floraisons, etc., mais toute cette variété étant répartie de manière très précise. En particulier, on a toujours 3 types de jardins qui sont déclinés. Alors, si je reprends la Villa Médicis, on a ici un jardin de fleurs, donc un jardin bas, souvent donc très géométrique, avec une profusion de plantes, souvent des plantes très précieuses, il y a une dimension de collection. Un deuxième type de jardin qui est un jardin d'arbres fruitiers, qui est tout à fait présent ici à travers ces 16 carrés qu'on a encore aujourd'hui, même si les arbres fruitiers ont disparu, on est en train de les replanter justement pour évoquer cette dimension-là. Et puis la troisième partie, donc avec la montagne que je vous ai montrée à l'instant, c'est un jardin d'arbres, c'est une sorte de bois, mais qui peut souvent être très très organisé, donc qu'on appelle un bosco, un selvatico. Selvatico, c'est sauvage, mais ça vient de selva, la forêt en italien. Et donc ces 3 types peuvent en général être combinés dans un jardin, ou bien un type peut dominer, ou bien plusieurs types peuvent s'hybrider, mais une sorte de partition fondamentale, de répertoire de base, qui va être décliné dans les réalisations. Si je prends un autre jardin de Ferdinand de Médicis, mais cette fois à côté de Florence, cette Petraia que je vous ai montré tout à l'heure, et où se situe aujourd'hui la fontaine de Vénus. Alors la voilà représentée par Rutens. On voit très bien, donc là encore, symétrie, axialité, les terrassements, etc. Je ne reviens pas sur tous ces principes qui sont récurrents. On a un premier niveau ici qui est un jardin d'arbres fruitiers, organisé en 4
enfin en 8 plus précisément carrés, enfin divisés en 2 puis redivisés en 4. Il y a vraiment cette idée toujours de partition. Et donc ensuite, les 4 carrés seront associés grâce à ce jeu de pergola circulaire, mais donc on a bien des fruitiers. Deuxième zone de verger, alors un autre type de verger, des arbres fruitiers nains, comme on peut les avoir aujourd'hui, mais qui étaient à l'époque déjà pratiqués grâce à des greffes. Et puis, au niveau intermédiaire, le jardin de fleurs. Et le jardin d'arbres sauvages, enfin le bosco, est situé au-delà et juste suggéré chez Houtens par ces lignes de cyprès. Et ce qui est encore assez lisible aujourd'hui, même si le jardin là aussi a été beaucoup modifié au XVIIe, au XVIIIe siècle, on a encore les niveaux qui restent et la partie basse qui correspondait donc ici au verger, la partie intermédiaire avec un grand vivier très, très, très beau. Donc voilà la partie basse avec les arbres fruitiers qui ont été replantés. Alors on a replanté des arbres fruitiers nains. Ce n'était pas ici qui se situe au XVIe siècle, mais c'est là qu'on pouvait le plus facilement les replanter pour évoquer cette mode horticole très importante à Florence. Et puis le niveau intermédiaire, donc avec ces petits carrés qui sont redivisés de manière très très fine par ces dessins géométriques. Alors ça c'est ce qu'on appelle les carrés, des quadri. Et chaque petite unité, c'est des compartiments, des compartimenti, qui vont permettre de répartir les fleurs avec des végétations basses et tout un jeu de textures, de couleurs que donne un petit peu ici à voir l'image d'Houtens quand on la regarde de très près. Et donc ce jardin, là aussi, a été restitué assez récemment, avec plutôt des bulbeuses, donc des fleurs plutôt du XVIIe siècle, mais qui reprend donc le schéma géométrique. Un autre jardin de Ferdinand, celui-ci a disparu, je vous montre que la vue d'Houtens, mais là encore on retrouve la même mise en scène très très subtile de l'espace, des partitions, etc. Alors là on a juste un jardin selvatico, qui est là aussi très géométrique, très très dessiné, et puis un grand jardin qui combine jardin de fleurs et jardin de fruits, organisé en 4, redivisé en 4, et quand on zoome dans l'image d'Houtens, on a vraiment l'idée de tout un tas de détails, les petites bordures qui ne sont pas en buis, qui sont en romarin, qui sont en lavande, les noms du propriétaire tracés en taupière, les arbres fruitiers aux angles, les petites rigoles qui permettent l'irrigation, les petites fontaines avec des sculptures en forme de tortue, donc tout ça a disparu. Et surtout, donc, cette plantation des essences par petits compartiments avec toute une répartition. Ici on le voit très bien, on a des grandes plantes, alors là je ne sais pas, des pivoines par exemple avec donc ces fleurs rouges, ici quelque chose de plus bas qui est blanc, ici des fleurs jaunes, donc tout un jeu de couleurs, de textures qui sont vraiment, et donc à travers ce genre d'image, on a une idée de cette sensorialité, en particulier ce jeu des couleurs. Les gens de la Renaissance, comme les gens du Moyen-Âge d'ailleurs, étaient fascinés par les associations de couleurs, en particulier le blanc et le rouge. Vous avez ça beaucoup dans l'iconographie du XVe siècle. Je vous montre quelques images, l'idée des deux rosiers qui s'entrelacent. On a ça dans les images symboliques, mais c'est très certainement quelque chose qu'on avait aussi dans les jardins de l'époque. Et ces modèles, ce principe de répartition par petits compartiments, c'est quelque chose qu'on a aussi dans les modèles, notamment chez Serlio, qui est donc le traité d'architecture le plus lu au XVIe siècle, où on a ces motifs qui vont circuler, qui vont être adaptés, qui vont être progressivement de plus en plus complexes. Vers la fin du XVIe siècle, on a vraiment un jeu de virtuosité géométrique et qui permettent de répartir toute cette richesse horticole, parce que le XVIe siècle est vraiment un moment d'extension des potentialités végétales, de ce que nous on appelle la palette horticole, avec cette métaphore de la palette. Un moment par exemple où des plantes qui étaient relativement peu utilisées comme le laurier rose, parce que c'est toxique, vous savez qu'il y a du cyanure dans les fleurs de laurier rose, on se met à les utiliser. Non seulement on les utilise, mais là aussi on a ce jeu de bicolorisme, parce qu'on a des nouvelles variétés qui sont importées de zones, ici par exemple le laurier blanc qui vient de Crète, et donc on voit cultiver dans les jardins et greffé par exemple pour avoir un pied qui porte les deux couleurs. De même, alors les pivoines qui vont devenir doubles, et on sait qu'il y a des échanges. Par exemple, l'empereur Rodolphe II envoie aux Médicis des pivoines rouges doubles, qui sont sans doute celles qu'a peintes
Ligozzi, qui était le peintre de fleurs du grand-duc François, des pivoines blanches qui apparaissent, qui viennent elles aussi de Crète. Toute cette fascination pour les plantes qui sont collectionnées, qui sont échangées, et puis aussi évidemment toutes les nouvelles plantes qui arrivent du Nouveau Monde, hein, le tabac, tournesol, etc. Des plantes qui sont aujourd'hui peut-être très banales dans nos jardins et qui sont à ce moment-là des merveilles, des raretés absolues, la capucine, la belle de nuit qu'on appelle la merveille du Pérou à ce moment-là, et c'est encore son nom dans beaucoup de langues, hein. Ici toujours peinte par Ligozzi qui vous montre toute la fascination qu'on a pour ces merveilles du monde végétal. Et puis aussi les bulbeuses, de plus en plus, les tulipes, hein, les fritillaires, etc., qui vont devenir les fleurs reines des jardins du début du XVIIe siècle et donner lieu à cette fameuse tulipomanie, hein, cette spéculation boursière sur les bulbes qui donnera lieu à un des premiers cracks boursiers dans les années 1630. Cette distribution des jardins qu'on a dans les jardins princiers, on la retrouve de manière très précise dans des jardins qui sont, eux, cette fois universitaires, donc des jardins de savoir, les jardins botaniques, comme celui de Padoue, hein, qui est un des premiers fondés en 1545 et toujours en place, où on a donc encore aujourd'hui le tracé, ce tracé très, là encore, très géométrique, je ne le détaille pas, et où on a aujourd'hui encore ces petits compartiments qui sont limités par des bordures de pierre et qui permettaient de répartir les plantes. Alors, la répartition a changé. Aujourd'hui, c'est une répartition taxinomique, hein, par famille, etc. Mais à l'époque, la répartition était beaucoup plus pragmatique, je dirais, et reposait essentiellement sur cette répartition, cette composition géométrique de petits compartiments. Chacun des 4 grands carrés était divisé en une centaine de petits compartiments et qui étaient numérotés. Et on ne se préoccupait pas de savoir si telle plante était à côté de telle plante parce qu'elles avaient une affinité ou, bon, dans certains cas, peut-être c'était parce qu'elles correspondaient aux mêmes utilisations médicinales, mais c'était essentiellement un dispositif très pragmatique, très concret d'avoir des cases dans lesquelles on peut répartir les plantes, on peut en mettre plusieurs, on peut en mettre certaines au soleil, certaines à l'ombre, et ça, on le sait aujourd'hui grâce aux documents. Le fait, par exemple, qu'en 1591 paraît un tout petit livre, c'est un tout petit livret, qui était utilisé par les étudiants et qui leur servait à noter quelles plantes étaient réparties dans tel compartiment, hein, il y avait des plans numérotés, l'index de toutes les plantes susceptibles d'être rencontrées, et puis des cases qu'on remplissait, que chaque étudiant pouvait ainsi, des étudiants en médecine, hein, c'était très important de savoir reconnaître les plantes parce que ça entrait dans la composition des médicaments, donc il fallait pouvoir les identifier, savoir où elles étaient plantées, et le jardin servait de système de classement, de système de repérage. Et c'est confirmé par des documents qu'on a découverts il y a une quinzaine d'années, de relevés par des étudiants de Padoue, qui notent très précisément les plantes cultivées dans ce jardin de Padoue. Et le même principe sera repris à Bologne, hein, le jardin créé par le grand naturaliste du XVIe siècle qui est Ulisse Aldrovandi, à partir de 1568, et plus tard aussi à Florence, toujours le même principe de carré renuméroté en une centaine de compartiments. On voit très bien ici tout le jeu, cette virtuosité géométrique que j'évoquais, hein, qui est de plus en plus importante à la fin du XVIe siècle. Enfin, dans cette répartition du végétal, il y a aussi le jardin d'arbres, le bosco, qui entre en jeu. Je voudrais l'évoquer à travers Boboli, que je ne détaille pas, mais qui est aussi un des grands jardins très importants donc, des Médicis, de la seconde moitié du XVIe siècle, hein, donc, situé en bordure de Florence, hein, construit, aménagé à partir de 1550, dans lequel va figurer ici, attendez, pardon, on était ici, donc, va figurer un jardin de fleurs, alors que le reste de la composition est essentiellement un jardin fruitier. Et puis, on va avoir une zone de bosco qui est pas la plus lointaine, qui n'est pas la plus éloignée. C'est pas du tout l'idée du bosquet tel qu'on l'aura au XVIIe siècle, avec cette idée de plus on s'éloigne du château, plus on a des échelles, enfin des élévations importantes et un végétal dense.
et du couvert. Au contraire, on aura ici un espace boisé d'aspect assez sauvage sous les fenêtres du palais et en même temps très organisé puisqu'il est en forme d'amphithéâtre. En fait, on a exploité un site de carrière hein, qui a été transformé donc, avec une plantation très précisément réglée des différentes essences, comme une sorte de grand théâtre de nature. Et il y a une sorte de va-et-vient hein, entre la réalité des jardins princiers et cette volonté de classer et d'ordonner le monde qui est à l'œuvre dans les jardins botaniques et dans les grandes entreprises encyclopédiques du XVIe siècle. Et encore, Rutens le montre très précisément et de manière qui est tout à fait conforme à ce que nous disent les documents. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit dans ce type d'image combien cette manière de régler le jardin, mais en même temps, tout n'est pas réglé au cordeau. Il y a aussi le végétal qui pousse, les ombres, les arbres. C'est du même ordre que, encore une fois, la manière d'organiser le paysage rural tel qu'il à Boboli, il commence juste au-delà des murs, hein, on est juste au bord de la campagne, et c'est simplement une question d'échelle, comme si le jardin, encore une fois, était une réduction du territoire rural et du territoire du prince. Et l'amphithéâtre est conservé dans sa forme topographique, mais sera transformé au XVIIe siècle, entièrement architecturé pour servir de site aux grandes fêtes de cour des Médicis. Alors, j'en viens à la dernière partie. Qu'est-ce qui se passe à partir de 1550, où la géométrie est toujours présente, mais en même temps où d'autres valeurs vont s'affirmer davantage, une sensibilité peut-être plus naturaliste, qui était déjà présente dans les jardins auparavant, mais qui va de plus en plus se faire jour. Cette idée de... Comme le disait, il y a un très beau vers de Ronsard qui résume un peu cette idée-là. Ronsard disait « J'aime les jardins qui sentent le sauvage ». Bon, et les jardins de l'époque de Ronsard, et c'est le cas précisément en Italie, vont aussi s'ouvrir à cette fascination pour les éléments de la nature, qui sont plus uniquement maîtrisés, transformés, régularisés, mais vont avoir peut-être une présence plus spontanée. On va jouer davantage à introduire la dimension sauvage, la fascination pour le monde brut de la nature, qui va de plus en plus être observée dans ces jardins et à travers notamment l'idée de la forêt, l'idée de la montagne, l'idée de la grotte. Alors, c'est ce que je voudrais vous montrer à partir de quelques exemples, là encore. D'abord, la Villa Lante à Bagnaia, donc création d'un cardinal beaucoup moins puissant que les cardinaux Médicis ou d'Est, qui est le cardinal Gambara, mais sans doute un projet conçu par Vignol, donc un très grand architecte de la seconde moitié du XVIe siècle, où on va retrouver ces principes de schéma régulateur, de construction géométrique, et en même temps les régularités, la dimension du sauvage qui est tout à fait présente. Voilà cette villa telle qu'elle est représentée à la fin du XVIe siècle dans une gravure en vue à vol d'oiseau, où on a donc un jardin très monumental, axial, des terrassements, tout ce qu'on a déjà rencontré. Le jardin en même temps prend une telle importance qu'on n'a pas un palais central, mais deux petits pavillons. Hein. En fait, ce n'est pas un lieu de résidence, il y a un palais on était à Bagnaia, c'est la ville de villégiature des évêques de Viterbe, hein, dont charge que reçoit le cardinal Gambara en 1568. Donc on a ce jardin très géométrique. On va le parcourir. Et puis, on a aussi en même temps, la vue le montre comme un ensemble, toute cette partie beaucoup plus irrégulière, qui est donc un barco, vous avez le terme ici, un parc. Barco, c'est un terme qui veut dire au départ parc de chasse. Et en fait, tout cet ensemble avait été aménagé au début du XVIe siècle par les prédécesseurs du cardinal Gambara comme un parc de chasse, comme un barco. Et lui va en conserver qu'une partie, et en même temps va ne plus l'utiliser comme parc de chasse. Il n'y a plus d'animaux sauvages en liberté qui seront présents dans cet espace, mais va vraiment en faire une sorte de jardin. Alors, souvent, quand on s'intéresse à la Villa Lante, vous avez plutôt ce genre d'image qui privilégie le jardin régulier, qui est celui qu'on visite aujourd'hui, qui est classé monument historique, qui est géré par l'État. Et on a un peu tendance à isoler cette portion-là. Mais tous les documents anciens
rendre compte de cette complémentarité entre les deux. Et donc il faut bien voir, c'est là aussi important combien on a changé de vision de ces jardins qu'on avait tendance à voir très géométriques, très régularisés, etc. Et en oubliant peut-être toute cette part qui est de plus en plus importante à partir de 1550, d'irrégularité, de sauvage, etc., ce que je voudrais vous montrer. Et donc voilà plutôt le type de représentation qu'on a aujourd'hui, un essai de restitution graphique, donc où vous voyez combien le jardin géométrique est en fait une petite portion de cet ensemble beaucoup plus développé qui est donc le barco. Et donc aujourd'hui, le jardin géométrique, qui est situé juste au bord de la villa, avec ici donc le palais des évêques de Viterbe, cette tour qui est fondamentale dans la composition parce qu'en fait on a vraiment un tracé géométrique, donc Vignol a entièrement conçu tout le jardin par rapport à cet élément de départ, et puis en même temps cette grande extension. Alors là, c'est un jardin public, c'est géré par la municipalité, on ne paye pas de billets pour entrer, donc quand on visite le jardin, si on n'a pas conscience de cette mémoire, on a tendance à voir ces deux choses, ces deux entités comme deux choses indépendantes, alors que c'est vraiment une unité dans le projet d'origine. Voilà donc un croquis qui vous montre cette idée de conception, vraiment un schéma régulateur très ample à partir de cet élément de départ qui est la tour médiévale et qui organise tout le tracé, et jusqu'au tracé de ces allées qui seront loties et construites postérieurement. Et puis donc le jardin qui va développer toute une séquence le long de l'axe hydraulique, toute une série de fontaines, et on retrouve tout un jeu sur la manière dont l'eau renvoie au territoire, renvoie cette fois pas tellement à la réalité d'une hydrographie, d'une géographie, mais plutôt, je dirais, quasiment à la phénoménologie de l'eau, à toutes ces variantes de la source, la rivière, le ruisseau. C'est plutôt une sorte d'idée de parcours de l'eau à travers le monde qui est résumée, qui est réduite, encore une fois, symboliquement, la source, le point de départ, la cascade, le torrent, avec cette chaîne d'eau, et là aussi encore toujours l'aspect acoustique, musical, qui est fondamental, et plastique quasiment, cette manière de mettre en forme l'eau. Les fleuves, donc on retrouve l'iconographie des dieux fleuves, donc le parcours s'assagit peu à peu, et la rivière, le fleuve, c'est le même mot en italien, fiume, est symbolisé par cette grande table qui sert en même temps de banquet. Le symbolique n'est jamais dissocié de l'utilitaire. Et enfin, le parcours se termine avec ce jardin inférieur, divisé en 16. Bon, là, toutes les broderies sont postérieures. Et ce grand motif central qui représente en quelque sorte la mer, l'aboutissement de ce voyage de l'eau. Et puis, en même temps, donc, on a toute cette partie à droite, alors, qui a été beaucoup moins conservée, mais qu'on connaît assez bien par la documentation, et qui était donc une sorte de grand parc verger avec des fleurs, avec des arbres fruitiers, qui est représenté également dans cette fresque qui est à l'intérieur même de la villa. On a toujours ce jeu de mise en abîme. Dans cette pièce, on a ici cette vue à vol d'oiseau, et qui vous montre donc en détail tout ce jeu. Il y avait un labyrinthe, ou deux, enfin bon, c'est un peu compliqué, et puis toute une sorte de topographie miniature. On est plus dans un registre qu'on aurait tendance à appeler paysager, mais qui est tout à fait dans l'esprit du XVIe siècle, et en partie, qui se reflète encore en partie à travers les allées conservées aujourd'hui de ce jardin qui est beaucoup moins entretenu que le jardin régulier. Et juste une image pour évoquer donc cette importance du barco, du parc de chasse, qui peut parfois prendre des extensions très très grandes. Et donc on est à la limite entre le jardin et le parc au sens propre du terme. C'est le mot barco donnera le mot parc, dont un des exemples les plus anciens, les plus importants, c'est celui des Visconti, à côté de Pavie, entre Pavie
et la chartreuse de Pavie, qui date de la fin du XIIIe siècle et qui s'est conservée très très longtemps jusqu'au XVIIe siècle, donc qui était une immense étendue paysagère, là aussi, avec des morceaux de champs cultivés, donc un territoire clos de murs, et qui est une sorte d'intermédiaire entre le jardin et le paysage rural. Et on est aujourd'hui de plus en plus, les gens qui travaillent sur les jardins de la Renaissance, attentifs à ces formes intermédiaires qu'on n'identifiait pas forcément comme des jardins jusqu'à présent, mais qui, comme dans le cas de Bagnaia, donnent lieu véritablement à des jardins. Alors un cas un peu à part, c'est celui de Bomarzo, jardin aussi très célèbre, qui a été très étudié récemment, conçu sans doute par son propriétaire, qui est un noble d'une famille romaine très importante, les Orsini, et qui a donc tout au long de sa vie, alors ça on le sait par ses lettres, ce sont des lettres très émouvantes dans lesquelles il raconte comment il fait son jardin de manière obsessionnelle. Il y a un moment d'ailleurs, une lettre dit « ça y est, j'ai tout fini, j'ai repeint les sculptures et la mélancolie me revient ». Donc ce jardin qui est une sorte de... Alors un cas à part au sens où il correspond à beaucoup des principes que je vous explique, l'idée de régularité, en même temps d'ouverture vers les régularités, c'est une sorte de grand bosco, hein, il n'y a pas de jardin de fruitiers, il n'y a pas de jardin de fleurs, c'est un grand selvatico, un grand bosco, mais qui est là un peu à part parce qu'il est lié à une personnalité exceptionnelle, qui est un personnage très très hors norme, un grand lecteur de Gargantua, de Rabelais, peut-être même athéiste, enfin on s'est beaucoup interrogé, hein, est-ce que comme Rabelais aurait peut-être pu l'être, c'était quelqu'un qui n'était pas vraiment dans l'orthodoxie, donc ce personnage qu'on connaît à travers ses lettres et qui a créé ce jardin, donc, où on a un peu de géométrie, mais tout cela est très intégré dans une pente et dans un relief accidenté, et on a surtout ces éléments incroyables, cette maison qui penche, tout est du registre du merveilleux. Ça, c'est un peu la grande notion la notion clé de cette seconde moitié du XVIe siècle, la meraviglia. C'est ce que dit précisément, ce que disent les sculptures qui sont à l'entrée du jardin. C'est un jardin sous-titré qui est rempli d'inscriptions poétiques et donc on nous annonce qu'on va voir les 7 merveilles ou quelque chose qui dépasse les 7 merveilles du monde, qui est de l'ordre de la meraviglia, etc. Vous avez le mot qui apparaît, la souris est vraiment capricieuse, les maraviglie, l'émerveillement, cette stupeur devant quelque chose qu'on ne comprend pas, ce jeu des échelles, hein, ces géants qui sont inspirés des romans de chevalerie, de l'Arioste. Il y a une dimension féerique qui est fondamentale dans tous ces jardins. Les enfers, Cerbère, cette gueule infernale qui renvoie à Dante, hein, où il y a une inscription, c'est lasciate. On la lit encore un petit peu aujourd'hui. Ogni pensiero o voi che entrate. Évidemment, ça fait penser à un des premiers vers de Dante, qui est à l'entrée des enfers, lasciate ogni speranza o voi che entrate. Laissez toute espérance, vous qui entrez. Mais là, c'est pas le cas. C'est laissez tout souci, vous qui entrez, parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a une table et on peut manger. Donc, une sorte de jeu de détournement, d'ironie. Et ce rapport là aussi au paysage, à ce paysage très âpre, très, très rude de la région de Viterbe, avec ce tuf volcanique, et là aussi sans doute, je n'ai pas le temps de l'évoquer en détail, mais des rapports avec la peinture de paysage contemporaine ou juste antérieure, notamment ces fresques, enfin c'est pas des grandes, c'est des peintures très importantes dans l'histoire du paysage, Polidoro da Caravaggio, qui sont à San Silvestro à Rome, où on a cette idée du paysage rocheux, montagnard, qui est l'équivalent du désert en fait, hein, puisque c'est là où Marie-Madeleine avec la Sainte-Baume se retire, c'est l'équivalent moderne de l'image du désert, de l'ermitage, et qui va être aussi une dimension très importante de ces jardins, l'idée d'un jardin où on se retire. Hein, c'est ce que fait Orsini dans ses lettres, il dit « Moi, je déteste. » Il a une carrière militaire. Après, il s'est retiré dans son jardin. Il n'allait jamais à Rome. Il détestait tout le monde. Et donc, il était une sorte d'ermite dans son jardin. Et c'est peut-être un peu cette idée aussi du paysage sacré qui est à l'œuvre dans un jardin tel que Bomarzo. Idée du paysage sacré, du paysage de montagne, du paysage de forêt qui est aussi présente dans Pratolino. Jardin que je vais survoler en quelques images, parce que j'y ai consacré ma thèse, donc j'aurais beaucoup de choses à dire, mais qui est un des jardins
les plus symptomatiques de toutes ces tendances et qui va être sans doute le jardin le plus célèbre, le plus important à la fin du XVIe siècle, qui a été énormément visité par Montaigne très tôt. Donc ce jardin créé par François Ier de Médicis, le fils aîné de Côme, qui était un personnage lui aussi assez particulier, fasciné par l'alchimie, faisait des expérimentations. Donc c'était quelqu'un qui s'intéressait vraiment aux sciences de la nature et qui a confié donc le projet à son architecte de confiance, Buontalenti, celui qui a plusieurs talents, qui est un ingénieur, un architecte, un scénographe, un homme de théâtre, et donc un jardin qui tire parti de toutes ces ressources des arts et des sciences et des techniques de l'époque. Le voilà, peint par Outens, 15 ans après la fin des travaux, et encore, Outens ne nous manque que la moitié, donc vous voyez à quel point là le jardin devient de plus en plus étendu. On a un immense dispositif avec simplement un axe qui n'est même pas un axe de symétrie, et tout le reste, cette présence de l'irrégularité, ces allées droites, mais souvent se croisant de manière oblique, et puis surtout, ce jeu des fontaines qui ne sont même plus régularisées par la sculpture, comme c'était le cas à Bagnaia, mais qui deviennent vraiment des évocations des torrents des montagnes, et qui renvoient à la géographie, au site même de Pratolino. Pratolino, en fait, est situé à 400 mètres d'altitude, au nord de Florence. Il y fait frais, c'est un jardin qui est conçu pour qu'on puisse s'y retirer en été, où le climat est insupportable à Florence, et donc on est à l'altitude, au frais, et on est donc du coup dans un jardin boisé, très ombré, qui va encore une fois miniaturiser le paysage qui l'environne. Un jardin, donc, alors Outens ne nous montre que la moitié sud, mais en fait qui s'étend sur plusieurs centaines de mètres, on le voit très bien sur les plans du XVIIIe siècle. Le jardin est assez peu conservé aujourd'hui dans sa composition parce qu'il a été très remanié au début du XIXe. Je vous montre ici une vue à vol d'oiseau de l'atelier de Buontalenti. C'est un des plus anciens documents sur Pratolino, donc qui vous montre ce grand axe et en même temps toute cette densité boisée avec des résineux, des mélèzes qu'on fait venir du nord de l'Italie, des sapins, donc cette dimension alpestre quasiment du jardin, et qui va être mise en scène aussi par l'iconographie, par les sculptures, avec alors Jupiter qui domine le jardin, mais surtout un élément très spectaculaire qui est cette incarnation de l'Apénin, donc du massif de l'Apénin, sculpté par Giambologna, ce géant, ça fait 12 mètres de haut à peu près, qui est conservé encore aujourd'hui, qui ruisselait d'eau à l'époque, qui est donc une sorte d'incarnation de l'esprit de la montagne, comme une sorte d'image de métamorphose et de paysage anthropomorphe qui écrase un monstre d'où jaillit de l'eau. Et puis, de l'autre côté, donc dans la partie sud, celle montrée par Outens, alors donc, vous avez le palais sous lequel on a toute une série de grottes, et puis une seule partie rectiligne, et qui est en fait donc, cette grande allée sous laquelle on peut passer, mais qui était décorée de jets d'eau. Il y a vraiment une omniprésence, là encore, des fontaines et de l'eau, comme à Bagnaia, comme à la Villa d'Este, et qui est à peine lisible encore aujourd'hui dans le site. Il y a juste cette allée herbée qui conserve la trace de l'emplacement. Et puis ces bassins complètement sinueux, très étonnants par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais qui renvoient à cette nouvelle conception du jardin. Et puis le relief, la montagne, un grand chêne transformé en habitation. Il y a un peu une dimension presque primitive dans Pratolino, de retour à l'enfance. Et cette montagne qui symbolise le mont Parnasse, la montagne des Muses et d'Apollon, qui est une sorte de petit théâtre, avec à l'intérieur un orgue hydraulique. Et il y a sans doute, alors là aussi c'est une grande question très compliquée, une filiation entre Pratolino, évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser au jardin anglais, au jardin pittoresque du XVIIIe siècle. Il se trouve que Pratolino a eu une énorme résonance dans la culture anglaise, et notamment apparaît dans un des traités importants d'architecture d'un Anglais, Henry Wotton, en 1624, qui signale que les jardins, selon lui, doivent être irréguliers. Et j'ai vu
ou du moins projeté selon une régularité tout à fait sauvage. Et j'ai vu un jardin incomparable dans ce genre, dans lequel l'entrée était une autre promenade ressemblant à une terrasse, et de là, on pouvait avoir une vue générale du domaine au-dessous, mais davantage dans un charmant désordre qu'avec une distinction exacte des parcelles, etc. C'est Pratolino, en fait, qu'il est en train de décrire. Hein. Donc cette diversité, à la fin du texte, qui donnait aux visiteurs l'impression d'avoir été magiquement transportés dans un nouveau jardin. C'est tout cet imaginaire qu'on retrouve dans le Tasse, hein, dans la Jérusalem délivrée, etc., qui est présent, avec la grotte de Cupidon, à Pratolino, qui existe encore aujourd'hui, dans lequel il y avait des mécanismes qui vous arrosaient, qui grâce à des contrepoids, déclenchaient des jeux d'eau, des scaftida, quoi, des plaisanteries d'eau qui inondaient le visiteur. Sous le palais, on avait cette salle à manger dans laquelle on pouvait mettre son verre à tremper pour le rafraîchir. Et puis au fond, vous avez une petite dame qui va chercher de l'eau, la Samaritaine. Et ça se bouge, c'est des automates qui sont mus par la force de l'eau. Donc là encore, émerveillement devant ces puissances, cette maîtrise de la nature par l'art, et tout ce savoir-faire des ingénieurs, cette technologie. Alors on a la chance d'avoir un petit schéma qu'a fait un architecte allemand chez Carte, qui est allé voir de l'autre côté, vous retrouvez la petite dame qui va chercher l'eau et les mécanismes qui permettent l'émerveillement. Et donc cet imaginaire des grottes, alors qui sont plus présentes à Pratolino, même si Pratolino, elles ont disparu, c'est des décors qui sont très fragiles, parce qu'il y a des coquillages, parce qu'il y a des mosaïques, etc., mais qui sont encore conservés dans un certain nombre de lieux. Je vous montre, comme avant-dernier lieu, une grotte de Gênes. Alors Gênes est un des grands foyers culturels des grottes artificielles dans la seconde moitié du XVIe siècle. Alors une qui est assez bien conservée, c'est la grotte Doria, hein, au palais Doria, qui a été aménagée par Galeazzo Alessi. Elle est en partie écroulée, en fait elle a été redécouverte dans les années 80. L'entrée est en partie écroulée, mais l'intérieur, avec ce plan octogonal, est relativement bien lisible. Et donc voilà, ces décors merveilleux, là encore, on est dans le registre de l'émerveillement. On est aussi très précisément dans le même imaginaire et dans la même fascination pour les matériaux de la nature que dans les chambres des merveilles, hein, ces fameux cabinets de curiosité, ces Wunderkammern, qui ont eu tant d'importance dans la culture maniériste. Et tout ce jeu de décors qui évoque le monde de l'eau, Neptune, l'enlèvement d'Europe, avec, grâce à là cette fois, il y a à la fois l'eau qui est présente, mais il y a aussi toute l'utilisation du minéral, des richesses, des trésors de la nature, ces coquillages, ces éléments de verre, ces pierres, ces concrétions, hein, les spugne, des éponges, comme on les appelle en italien, qui sont présents, avec parfois donc des échos très directs. Alors là encore, on retrouve le dieu fleuve, l'idée de la Rome antique. Il y a des liens avec tout l'imaginaire qu'on a vu jusqu'à présent. Et cette manière de former ce jeu sur la métamorphose, en quelque sorte, qui est suggéré, comment l'image naît de la matière, qui est tout à fait comparable à ce que met en forme dans ces images quelqu'un comme Arcimboldo, évidemment, à la fin du XVIe siècle. Comment les formes de la nature se génèrent et génèrent des images humaines et des images zoomorphes, anthropomorphes, etc. Alors je finis avec une grotte, là encore, extrêmement bien conservée, qui va là aussi recourir à tous ces dispositifs qui sont beaucoup de l'ordre du théâtre, en quelque sorte, et qui est elle aussi créée par Buontalenti, homme de théâtre, au même moment où il travaille à Pratolino. Et c'est une grotte également commandée par le même prince, hein, le grand-duc François Ier de Médicis. C'est donc cette grande grotte de Boboli, alors, qui est située, on voit à nouveau l'image de Tens ici. La voici, avec d'abord cette façade qui tout de suite introduit le thème de l'émerveillement, le thème de l'articulation de l'union entre nature et artifice, hein, ces grands pôles de l'esthétique du XVIe siècle, puisqu'on a, en fait, c'est un ancien nymphée de Vasari qui a été transformé en grotte par Buontalenti. On a tout le vocabulaire classique, l'entablement, etc., les chapiteaux, mais qui sont perturbés par les éléments de la nature, ces spugne, ces concrétions, qui viennent comme des éléments vivants, comme des éléments organiques,
perturber donc l'ordonnance de l'architecture. Et puis plus on s'approche, plus cette présence des éléments naturels va être forte. Et il va y avoir tout un, là aussi c'est pour ça que je parle de théâtre, tout un jeu avec la lumière, puisqu'on va entrer dans une salle qui est éclairée de manière zénitale par cet oculus, dans lequel il y avait un aquarium. Donc Buontalenti avait prévu une sorte d'éclairage où on avait la lumière qui était filtrée par l'eau où il y avait des poissons. Alors les poissons, certainement, il fallait les changer très souvent parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'air, mais où ils étaient, donc, l'eau était filtrée et avait, du coup, donné une dimension fantastique à l'intérieur. Et l'intérieur, plus on va s'enfoncer, plus on va aller dans la pénombre. On est émerveillé d'abord par les sculptures, des prisonniers de Michel-Ange. Bon, c'est des copies aujourd'hui, les originaux sont à l'Accademia, mais c'est donc ces prisonniers qui avaient été donnés aux Médicis. Et puis, ces sculptures formées avec ces éléments, ces matériaux de la nature, les fresques, il y a une sorte de... C'est vraiment de l'œuvre d'art totale avant la lettre. Il y a tous les registres qui sont tous les médias qui sont réunis pour provoquer l'émotion du spectateur. Et on a l'idée on est censé avoir l'impression d'une ruine, de quelque chose qui va s'effondrer. C'est ce que nous dit très précisément un des premiers guides touristiques de l'histoire de l'Occident, qui est un guide publié en 1591 par un certain Francesco Bocchi, qui s'appelle Les Bellezze di Fiorenza, donc les beautés de Florence, qui vous explique comment visiter les chefs-d'œuvre de Florence. Bon. Déjà, Florence est un lieu de tourisme culturel. Et il explique qu'est-ce qu'on doit ressentir. Ici, on doit, dit-il, éprouver du plaisir non sans terreur. Diletto ma non senza terrore. Du plaisir non sans terreur, c'est évidemment la catharsis. C'est, là aussi, c'est pour ça qu'il y a la dimension du théâtre, c'est exactement ce que provoque la tragédie, selon Aristote, qui est relu et lu et relu à ce moment-là du XVIe siècle, cette force émotive qui, par la frayeur qu'elle provoque, réussit à vous donner du plaisir, ce mystère de l'œuvre d'art, ce mystère de la tragédie. Pourquoi, dit Aristote, est-ce que quelque chose qui est laid, quand c'est représenté en peinture, ça nous plaît, ça nous émeut et ça nous donne du plaisir? Et c'est un peu ce que met en jeu des dispositifs comme la grotte de Boboli. Alors la frayeur, évidemment, elle est feinte, c'est parce qu'on a l'impression que tout va s'effondrer, que tout ça va nous tomber dessus. Et c'est le paysage des montagnes, c'est le paysage alpestre, qui est un paysage effrayant pour les gens du XVIe siècle. C'est un paysage juste habité de bergers isolés. C'est un paysage bucolique, c'est le paysage des églogues de Virgile qui est là aussi présent. Et puis on s'enfonce. Et après ce premier registre bucolique, on va passer à un registre plutôt épique, parce que c'est l'amour. C'était déjà l'amour avec les bergers ici. Le monde de la pastorale, des bucoliques, c'est le monde des bergers. C'est les bergers qui chantent leur amour, leur nostalgie. Mais quand on commence ensuite à pénétrer dans la deuxième salle, c'est un parcours initiatique. Là, c'est l'amour dans ce qu'il a de tragique ou d'épique, parce que c'est la guerre de Troie, c'est Paris qui enlève Hélène et c'est donc la force virile qui violente la faiblesse féminine, c'est la pulsion du désir qui est présente à travers cette sculpture placée dans cette deuxième salle, et toute une série de fresques qui sont très peu visibles malheureusement aujourd'hui, qui renvoient aux amours des dieux et à la guerre de Troie, qui est l'histoire d'une guerre provoquée par l'amour. Bon. Et enfin, on arrive dans la troisième salle, la plus intime, la plus sombre et paradoxalement la plus claire, parce que les parois sont peintes sur fond blanc, où on a toujours l'amour, mais sous un autre registre, cette fois divin, c'est Vénus. On est confronté à l'image de Vénus, c'est Giambologna, le sculpteur, cette image idéale d'une idole, justement, impassible, dans cette pose qui est comme irréelle, ou en tout cas inhumaine, dont sa beauté est parfaite, contemplée par des satyres. Il y a de l'eau, normalement, qui jaillit. Donc, au sein de cette chambre très claire, on est en fait dans l'île de Cythère. C'est une sorte de transcription du récit du songe de Polyphile, puisqu'on a, vous savez, au centre l'idée de l'île qui est présente à travers
ces petites vaguelettes. Et on est, quand on regarde le pavement, le décor du sol, on est dans un jardin, hein, dans une sorte de jardin représenté à l'intérieur de la grotte. Hein. On a toujours le même principe de partition que je vous ai montré dans tous les jardins qu'on a vus. Et puis, sur les parois, tout ce décor de feuillage, d'oiseaux, des treilles au sommet, une sorte de grande pergola, des centaines d'oiseaux. Il y a eu tout un travail de botanistes qui ont relevé pour la restauration des fresques toutes les espèces d'oiseaux. Donc c'est toujours là encore toute la diversité du monde naturel qui est présente. Ces merveilles de la nature, ces rochers, etc. Et puis donc les rosiers, on voit des liserons. Les liserons, c'est une plante aphrodisiaque. Donc on est vraiment entièrement dans le règne de Vénus, déesse de l'amour, qu'on contemple à la fin. Et on peut lire ce dispositif initiatique comme une sorte d'une manière très ludique, évidemment. On n'est pas dans une vraie initiation où il s'agirait de subir les frayeurs, etc. Mais c'est comme une sorte de transcription dans l'espace de la grotte de quelque chose qui est, je crois, une des grandes constantes de la culture occidentale, qui était déjà présente dans le banquet de Platon, que vous retrouverez aussi bien dans la flûte enchantée, qui est cette idée que l'amour, c'est aussi quelque chose à travers lequel on s'éduque, on s'élève, et qui a eu une énorme importance aussi pour la culture de la Renaissance. Je prendrai juste cette dernière image qui est ce qu'on montre Botticelli, tel qu'il reprend toute cette philosophie néoplatonicienne de l'amour, qui est celle de Marcille-Ficin, qui est celle de Policien, etc. Cette idée, mais qu'on peut résumer, qui peut être très complexe quand on l'étudie en détail, mais qui peut finalement être résumée assez simplement, que le désir, c'est quelque chose qui est violent au départ et qu'on cherche à éduquer. C'est ce que dira la psychanalyse en fin du compte, et qui peut s'éduquer par un processus d'éducation et qui doit conduire à la contemplation de Vénus. C'est un petit peu ce que montre la grotte. De même que ici, dans le tableau de Botticelli, c'est une des lectures possibles. C'est un tableau très compliqué, mais on a Zéphyr qui enlève Chloris. Donc là, au début, la passion amoureuse, charnelle, violente. Chloris se métamorphose en Flore. Et sous l'égide de Vénus, déesse de l'amour, et de Cupidon, on a cette éducation à l'amour à travers la grâce, les trois grâces, la ronde des trois grâces, qui parvient à la contemplation. Il est clair que le tableau se lit dans ce sens. C'est Hermès, Mercure, le dieu des mystères, qui dissipe les nuages et qui regarde le monde intelligible. Et donc comment l'amour, tel que Platon a essayé de le théoriser dans le banquet, devrait être une élévation des choses sensibles aux choses intelligibles, du terrestre au céleste. Et donc, vous voyez comment, finalement, tous ces jardins, comme dans toute l'histoire des jardins, en fait, sont, je crois, des incarnations vraiment sous des formes sensibles, des représentations du monde qui sont à l'œuvre dans une culture, dans une société, des formes sensibles qui impliquent tous ces savoirs et ces savoir-faire, ces techniques, ces sciences, et aussi toutes ces dimensions de l'imaginaire, de la poésie, de la littérature, au service, très souvent, d'un projet politique. Et on l'a vu, c'était un peu mon fil conducteur, combien, dans ces jardins, la maîtrise de la nature est un signe du pouvoir, et de manière imbriquée, de manière cristallisée. Moi, c'est ce qui me fascine aussi dans les jardins, à quel point ce sont des fenêtres sur des cultures dans lesquelles tout est présent et tout s'imbrique, comme le disait Chastel, tout ce capital d'invention, de poésie et d'art qui se réunit, s'incarne finalement dans les jardins. Voilà, merci de votre attention.